Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Et bonne journée, Marc. Hey, bonne journée. T'es-tu sur un lendemain de veille? Il me semble que tu t'es enfargé un petit peu. Ouais, mais des fois je parle vite, ça m'aide pas. Alors, calme-toi, respire. J'ai trop pris d'eggnog, C'est bon, Big Nut. du lait de poule pour ceux qui ne savent Ben pas oui, c'est quoi. Là. ben oui, c'est ça, exactement. Il y a des bonnes recettes pendant le temps des fêtes avec ça. Oui, des recettes qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais il y en a des très bonnes, exact. Oui, effectivement. Sinon, as-tu passé un beau Noël? Ouais, tu sais, un Noël confiné, mais j'ai mangé pas mal de sucré. Fait que j'ai écœuré vite. Ah, c'est ça, elle a dit, t'es qu'un vite. Puis j'ai écouté les 4 films. Non, c'est pas vrai, j'en ai écouté 3. 3 films des Boys. Oh, pas pire, pas pire. Ouais, Pas en rafale, là. en rafale. En rafale, tabarnouche. Ouais. Toi qui sais pas faire du ski, en plus, ça doit pas être évident. Non, je me suis pété la gueule. Bref de plaisanterie, on parle d'aujourd'hui de WCW Fall Brawl 96. Ça, c'est supposé être notre cadeau de fête, ça? Notre cadeau de Noël pour nos fans, ça? Exactement. OK. Mais crème, pour ceux qui se demandent pourquoi on review ce show-là plus qu'un autre, là, ben, ça a donné parce qu'il y avait les War Games NXT qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est vrai. On voulait voir ça, un vieux War Games, là, le fun. Là, puis, Ouais. j'ai vu celui-là, Ouais. puis vu qu'évidemment, on est en plein dans la rivalité NW-WCW, là, Ouais. fait que j'ai voulu vraiment le mettre en évidence. Puis c'est un. Dans l'ensemble, là, sans révéler trop de punch, c'est un bon show, j'ai trouvé. Ouais, pour un WCW pay-per-view, ça se tient. Ça se tient. Ouais. Sûr, le main event, c'est un peu. En tout cas, on va revenir là-dessus. Là, c'est un peu one-sided, évidemment, là, Ouais. mais bon. Mais c'était souvent ça aussi, WCW. Là. Surtout d'un début, là, WCW, il n'y avait pas le dernier mot souvent là, contre la NWO. Ouais. Mais ça va être notre dernier de l'année, pour vrai. Oui, oui, oui. Notre dernier podcast d'année 2020. Puis on va commencer l'année 2021 en force avec le WrestleMania Season ou le Rumble Season avant, si on veut. Oui, Rumble Season avant, oui. Rumble Season qui est le Road to WrestleMania. On va dire ça comme ça. Oui, c'est là que le fun commence, si on veut. Oh que oui. Ouais. Je suis déjà excité. Oui. Parlant de fun, Fall Brawl 96 a eu lieu le 15 septembre 1996 en direct, en direct. Du Lawrence Jones Veterans Coliseum de Salem, en Caroline du Nord. Salem, ça c'est Winston-Salem. Winston-Salem, si on est mieux. C'était hanté, ce show-là, non? Non, je pense pas. OK, Salem, tu sais. Ouais, il n'y avait pas le shot de Sabrina l'apprentie sorcière non plus. Là. C'est vrai. Ouais. Ah ben ouais, t'as des références cinéma incroyables. Tu m'épates, là. Ben, ça, c'est plus télévisuel. Là. Ouais, mais ça reste du cinéma. En un certain sens, oui. Collègue, alors. Fait que c'est ça, c'est le 4e Fall Brawl de WCW qu'on a présenté. Oui. Puis les commentateurs sont M. Tony Schiavone, qu'on entend encore de nos jours, avec Bobby the Brain et Dusty Rhodes, bébé. Oui, 2 gars qu'on n'entend plus de nos jours. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Et il y a aussi Mike Tenay, le professeur, qui va être là une couple de fois dans la soirée, surtout pour les matchs avec des lutteurs mexicains. Ocho. Oui. Pourquoi c'était-tu sa spécialité? Ouais, c'était un gars de plus de lutte internationale. Là. OK. Fait que, il connaît l'histoire du Mexique, puis il connaît les gars comme Super Calo, que Dusty Rhodes puis Bobby Noon ne connaissaient rien pantoute de lui. Lui, il peut parler de plus en profondeur du personnage, puis pourquoi il s'appelle de même, puis etc. Bonne chose à savoir. C'est un bon move pour le pay-per-view. Oui. Puis on monte évidemment à l'intro du show avec les moments forts de la domination de l'NWO depuis qu'ils sont arrivés à la WCW, mais ça, on s'en reparle tantôt. Oui. Après ça, après la mise en scène de la soirée par Tony puis les 2 autres gars, on veut du premier combat de la soirée. Le match numéro 1, un grudge match entre Chavo Guerrero Jr. et DDP, Diamond Dallas Page. Oui, c'est sur papier, ça fait un peu bizarre comme match. Sur papier, ouais, surtout quand on a le Chavo de plus tard, là, que c'est pas vraiment un gars qui était dans le limelight, là, à part à certains moments. Là. Mais tu sais, par contre, je te dirais que c'est. On s'entend, là, je les connais pas personnellement, mais ce que je vois d'eux autres, c'est que DDP, il a eu ses moments de gloire, là, quand même tard dans sa carrière. Ouais, Il a commencé tard aussi, mais ça avait l'air de 2 gars, 2 bons workers. Oui, oui. Genre 2 gars qui aimaient la business puis qui chialaient pas trop. Ouais, DDP, lui, sa grande passion, c'était la lutte. Il a fait ça tard, mais lui, il a tellement mis des efforts là-dessus, il a mis les bouchées doubles, comme on dit, puis ça a fait qu'il a donné un très bon lutteur. Puis Chavo, ben, évidemment, il est dans la bonne famille, là, ça l'aide beaucoup. Ouais.
Exactement. Oui. On commence ça avec Chavo qui dock un punch de DDP, qui lui fait un dropkick, puis DDP tombe d'un corde à la Idolo, à la Andrade, comme ça, sans le vouloir, évidemment. Ouais. Et Chavo le fait sortir du ring avec un autre dropkick. Après ça, il va d'un flip senton de l'intérieur jusqu'à l'extérieur du ring sur DDP. Avantage complet de Chavo jusqu'à temps que DDP le piège dans la même manœuvre que tantôt, d'un corps en Idolo. Sauf que cette fois-ci, c'est DDP qui s'est tassé quand on est arrivé. Fait que Chavo a pris un spill à l'extérieur du ring. Après ça, tout le long du match, DDP a commencé à travailler Chavo Guerrero, le malmené quand même de bons moments dans le combat. Jusqu'à temps que Chavo montre un signe de vie avec un missile dropkick en springboard. Juste pour se situer un peu, DDP, c'était le heel dans l'histoire? Oui, effectivement, oui. Ouais, ça fait du sens aussi, vu que l'autre est plus rapide, athlétique. Là. Ouais, c'est ça. C'est le cruiserweight du match, si on veut. Ouais. C'est plus le crowd pleaser. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est suivi d'un autre, un Diamond Hurricane Rana pour un compte de 2 pour Chavo, encore une fois. Mm-hmm. Après ça, DDP a lancé Chavo dans l'autre ring, parce que oui, j'ai pas dit tantôt, là, mais il y a, à Fall Brawl de 96, il y avait 2 rings. Ouais. C'est un peu comme aujourd'hui. Là, NXT, il y avait 2 rings aussi. Mm-hmm. Mais c'est le fun parce que pendant le tournoi de la soirée, ils ont pu utiliser les 2 rings à leur avantage, surtout les matchs de Cruiserweight. Là. Ouais. Puis c'était pas le seul pay-per-view de la WCW qui avait plus qu'un ring. Non, il y avait un autre pay-per-view qui s'appelait World War III, qui avait 3 rings. C'était comme il y avait comme 3 Battle Royale, une dans chaque ring de 20 lutteurs. Ouais, c'était spécial, ça. Oui, c'est ça, un moment donné, là. Je serais pas, ouais, c'est ça, je serais pas contre. De pression, là, mais on devrait en faire un peut-être. Ouais, pourrait, oui, parce que je pense que j'en ai écouté juste un depuis que j'écoute la lutte, un World War III. Puis. J'en ai écouté 2, moi, je pense. Puis, honnêtement, ça me. C'est pas mal des revues. Toi, t'achetais bien des revues dans le temps, hein, WCW, WWE. Mm-hmm. Puis, tu t'es amené à la maison, puis moi, je les feuilletais, là, mais genre, WCW, c'est un peu par la bande à cause de ça que j'ai plus connu ça. Fait que je te dirais qu'à part dans les revues, j'en ai vu un vite, mais ouais, c'est une très bonne idée. Puis en plus, on est dans le Rumble Season, fait que je sais pas, on verra. On va checker ça parce que, tu sais, évidemment, après le Rumble, entre le Rumble et WrestleMania, il y a quand même 2 mois de break, si on veut. Fait que peut-être que ça pourrait. Peut-être squeezer ça là-dedans, peut-être. On va regarder. Ouais. Restez à l'affût sur YouTube et Spotify, si vous, évidemment. Et voilà. Après ça, un roll-up de Chavo pour 2. Ben, il a manqué un Head Scissors que DDP a transformé en Powerbomb pour un autre Near Fall de 2 pour DDP cette fois-ci. Business is picking up, comme diraient certaines personnes. Mm-hmm. Après ça, DDP signale le Diamond Cutter, mais Chavo a renversé ça en backslide. Mais DDP, il a plié sur le pied à Chavo pour casser la pression du backslide. Il a retourné en Diamond Cutter pour le compte de 3. Victoire le DDP. Aucune surprise là. Non. Excellent opener. Oui, très bon opener pour vrai, sérieusement. Là, un match qui m'a surpris beaucoup. Je m'attendais pas, tu sais, je savais que c'était pas être dégueulasse. Là. Ouais, c'est ça. Je m'attendais que ça soit average, là, mais en fait, ils m'ont surpris beaucoup dans ce combat-là. Good job, je trouve. T'aimes-tu DDP en heel? Bon, oui. Tu sais, dans le temps, je pense qu'il était-tu Kimberly dans le temps avec le cigare et tout ça? Ben, il était avec elle, oui. Mais elle agissait plus en babyface, puis lui était plus le heel. Là, genre, il la maltraitait si on voulait. Là. Ouais, puis c'était sans la frapper, là, il la maltraitait. Là. C'était sa vraie femme dans ce temps-là aussi, hein, je pense. Ouais. Puis il avait gagné, dans storyline, en fond, c'est qu'il avait gagné, je pense, 33 millions de dollars à la loterie. Ouais. Puis il avait tout flambé. Puis elle est partie avec. Il avait perdu un match contre Johnny B. Bad, Mark Merrow aussi. Ouais, exact. Puis elle est partie avec lui. J'aimais ce DDP-là, moi. C'est sûr que j'aimais plus le DDP après, là, le face, mais je veux dire. Avec le tape à l'entour des ribs. Des ribs, ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, j'aimais bien ce DDP-là à l'époque que j'avais écouté quelques shows de WCW. Je trouvais que c'était un look qui va bien en DDP, en heel. Ouais. Puis je regardais ça tantôt. Ben, pas tantôt. Quand j'ai regardé le pay-per-view, je regardais ça, puis je me disais, il me semble que DDP me fait penser à Damien Priest un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, genre grand, les cheveux longs, les tatous. Tu sais, il ressemble pas comme Go Good là, mais c'est une petite similitude entre les deux, je trouve. Moi, je suis pas. Je vois un peu ce que tu. Pas totalement, mais je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais. T'as pas tellement. T'as DDP a plus de charisme, par exemple. Oui, non. Je parlais plus côté présentation, physique. Côté look, là. Ouais. T'as raison, ouais.
Après ça, on voit Harlem Heat avec Sherry Martel et Buddy Lee Parker avec un tech, enfin un tech, c'est ça, comme Un Dave tech. fait aussi. Comme Dave, c'est un tech. C'est ça. Avec en clavardage, un CompuServe. C'est ça, c'était, je vais vous dire, c'était un système de chat en ligne de la compagnie HR Block. Et ouais. D'accord. Puis en parlant des Harlem Heat, on va les voir plus tard en action, les Nasty Boys, plus tard dans la soirée. Après ça, on a Mean Gene avec un special report. Dans le fond, c'est ce qui concerne l'évolution de l'histoire avec la NWO. Mm-hmm. Beaucoup de choses à dire. Les voici. Ouais. Bref, ça a commencé le 27 mai en 96 à Nitro pendant un match entre Steve Doll et The Mauler. Dans le fond, c'était Steve Doll, c'est un ancien de Well Done à la WWF. Et The Mauler, c'était Mike Enos qui était avec quelle équipe à la WWF? Je te dis thème musical populaire. Hey, non. C'est la fin de l'année, je suis fatigué, je suis brûlé, moi. C'est correct. C'est quoi? Un ancien des Beverly Brothers. Ah, ben oui, ben ok, ouais. Oui, mon équipe british. Ouais. Fait que c'est ça, puis il a interrompu ce match-là, maudit pas fin. Puis évidemment, la fameuse phrase, on la connaît, là. You want a war? You'll get one. Avec Scott Hall qui était. Oui, la première apparition. Là. Ouais, c'était pas Razor Ramon, mais c'est ça. C'était pas loin. Ouais, vraiment pas loin. Puis après ça, il y a eu Sting qui est venu le confronter à la table des commentateurs, puis ça finit avec Sting qui l'a slappé en pleine face. Mm-hmm. Et après ça, Scott Hall a promis qu'il était pour une surprise la semaine d'après à Nitro. Surprise qui est devenue Kevin Nash. Kevin Nash, exactement. Ouais. Qui est arrivé avec ça. Il a dit évidemment, l'autre phrase fétiche qu'on connaît, là, This is where the big boys play, huh? Look at the adjective, play. We're not here to play. Tu sais, dans le fond, le jouer, c'est pas un adjectif, là, c'est un verbe. Là. Ouais. Est-ce que les Outsiders, c'est les deux plus grands. L'équipe la. Comment je pourrais dire ça? Les plus ill, je sais pas si je peux le dire de même, les plus ill de l'histoire? Moi, je suis pas d'accord. Les plus méchants? Non? Moi, je suis pas dans l'accord. C'était pas mal plus des cool ill que d'autres choses. Là. Ouais, mais c'est des bullies, on s'entend, non? Oui, non, évidemment. Là, mais, des crises de bullies, là. C'était des bullies, mais dans le sens qu'il était populaire pareil parce qu'il était cool, il avait l'air badass un peu plus que les autres. Là. C'était pas des geeks, mettons. Là. Est-ce que les geeks sont plus ill? Non, mais dans le sens que, tu sais, un geek, là, tu tires pas un geek, là, qui est un gars qui est capable de se défendre ou whatever, là, tandis que l'autre, il fait se défendre, c'est des badass, là, il arrivait dans le ring puis il pétait n'importe qui, là. OK. Mais non, mais en même temps, ils étaient populaires très, très longtemps, fait qu'ils ont fait de quoi de correct, là, mais... Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Après ça, au Great American Bash, il y avait Kevin Nash qui fait un powerbomb à Eric Bischoff en bas du stage. Sur une petite table bien padée, on peut le dire. Ouais. Après ça, Bash at the Beach, un événement qu'on se rappelle évidemment. Le plus gros heel turn de l'histoire de la lutte. Ouais. Il y avait un combat 3 contre 3 à la base, mais il y avait, dans le fond, les Outsiders, Nash et Hall, qui affrontaient l'équipe de Sting. Macho Man Savage et Lex Luger. Lexi. J'ai l'impression qu'on parle juste de Lex Luger, c'est un site, puis En plus, il y a un documentaire qui s'en vient sur le network. Oui, mais attends, t'as pas fini parce qu'on va en parler beaucoup dans les prochaines semaines. Je sais. Pas juste lui, Sergeant Slaughter et Jim Duggan aussi. Ouais. Restez à l'affût. Ouais. Après ça, on a eu, justement, à la fin de ce match-là, c'est Hulk Hogan est arrivé pour faire venir porter main forte à la WCW qu'on a cru. Même sauf Bobby Heenan qui a dit Which side is he on? Ouais, ça. Ouais, mais ça, c'est une phrase qui a eu beaucoup de hate pour lui, là. Ouais. Backstage, parce que, tu sais, c'est comme. En plus, le turn arrive pour vrai, fait que c'est comme vendre le punch, là, si on veut. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être. Je vais être l'avocat du diable, si on veut, là. Bobby Heenan, toute sa carrière, même à WWF, là, il était anti-Hogan. Fait que tout ce qu'il faisait, il disait que dans le fond, c'est un trou de cul. Dans le fond, il fait semblant d'être un héros, mais c'est un trou de cul. Mm-hmm. Fait que, tu sais, dans sa tête à lui, en disant ça, il va juste tuer son personnage à lui, comme quoi qu'il n'a jamais trusté Hogan de sa vie. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui savait ça à l'époque. Mais je pense pas que les gens s'attendaient à ça non plus. Là.
Non, c'est sûr. Vite, vite de même, tu vois Hogan arriver en héros, là, puis tu t'attends que ça fasse comme d'habitude. Là, Big Boot le drop à Hall puis Nash, puis ils célèbrent avec Hogan, avec Macho Man et les autres. Là. Et en plus, Heenan, c'est un peu un genre de comic relief aussi. Fait que tu le prenais pas trop au sérieux, là, mais savoir ce que tu sais après, c'est sûr que ça fait un peu vendre la. S'il dirait ça aujourd'hui, ça passerait pas. Non, c'est sûr. Ben oui, il dirait ça aujourd'hui, on saurait déjà qu'il fait son turn. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas tellement de surprises. Il y aurait la rumeur qu'Hogan va faire un heel turn à Bash at the Beach. Mais, ouais, et voilà. Dommage. Yeah. Après ça, on a eu. Il a leg droppé Macho Man Randy Savage, puis c'était le Third Man, le fameux Third Man de la NWO. Mm-hmm. Ce qui faisait beaucoup de sens à l'époque. Hein? Est-ce que tu penses que le Third Man, justement, aurait pas dû l'annoncer? Hein? Est-ce qu'ils l'ont annoncé dans les semaines précédentes que justement il y avait le Third Man qui arrivait, puis là, tu as Hogan qui arrive. Tu penses-tu qu'il aurait peut-être pas dû l'annoncer, malgré que ça change rien? C'est quand même le plus grand heel turn de l'époque. Mais dans le fond, tu dis oui, il a annoncé un Third Man, mais c'est comme logique quand tu fais un 3 contre 3 qu'il va y avoir un Third Man. T'sais. Ouais, puis là, il était deux, eux autres. Là. Ouais, tu peux pas arriver et dire à Bash at the Beach, les héros vont avoir un avantage 3 contre 2 contre la NWO. Tu n'aurais pas fait rentrer un gars avant Hogan, toi, non? Juste pour. Tu parles pour faire une fausse piste, mettons, là? Ouais. Ouais. Non? Non, ça aurait été comme, ça aurait été un peu overbooké, je trouve. Tu arrives un autre gars avant, puis il se fait casser la gueule, puis tu fais, Mais je pense que c'est quelque chose qu'il aurait fait si ça n'avait pas été Hogan. Parce que vu que dans ce temps-là, Hogan, c'était comme vraiment. Il n'avait jamais été heel, en fait, je pense. À part dans ses tout débuts, là, avec quand il était avec Freddie Blassie, pardon. Quand il avait ses culottes bleues, là, blanches, bleues. Ouais, au début des années 80, là, peut-être 83, 84, peut-être. Là. Mm-hmm. Ouais, OK. Ouais. Puis, évidemment, le pay-per-view finit avec une autre grande phrase classique de Tony Schiavone qui a dit Hulk Hogan, you can go to hell, straight to hell. Malade. Ben on en a déjà parlé au podcast, ceux qui suivent le podcast, mais ça a sauvé la carrière d'Hogan, ça là. Oui, ça arrachait ce gros souffle parce qu'on avait parlé dans le review de Halloween Havoc 94. Il commençait à avoir beaucoup de huées du côté de Hulk Hogan parce que le monde, depuis 1985, là, ça durait son histoire de battre les monstres, tout ça, tout le temps. Là. Mm-hmm. À un moment donné, le monde commençait à s'écœurer. Fait que petit à petit. La lutte changeait aussi, le style de lutte changeait, les héros changeaient aussi. Fait que c'était plus. Tu faisais plus de Cherry nécessairement avec un body slam et une leg drop. Là, ça en prenait un petit peu plus. Là. Ouais. Le pire, c'est qu'au début, Hogan n'était pas vendu à ça, cette idée-là de donner le Third Man pour être tourné heel. J'imagine. Parce que lui, il dit si je fais ça, je vais perdre de l'argent des revenus parce que je vais être un heel. Bon, j'attends pas ma merch. Puis, mais quand il a vu qu'il pouvait faire la palette, là, par exemple, il voulait être le Third Man. Hein? Je serais curieux de savoir les chiffres de merch, mettons. Hulk Hogan dans son prime WWF, mettons. Okay. Quand il était vraiment Hogan, qu'on connaît, là, prend tes vitamines, tout ça, avec le pic de la NWO. Penses-tu qu'il a fait plus d'argent en NWO ou en Hogan? Dans les pics, dans son pic. Là. En pic, je pense qu'il a fait plus d'argent avec Hulk Hogan, je pense. En normal, là. Ouais? Ou en classique Hulk Hogan, ouais. OK. Parce que NWO, nous autres, on avait des chandails aussi, là, mais tout le monde avait les chandails. Même à l'école, tu avais du monde qui avait des chandails NWO qui connaissait plus ou moins la lutte. Là. Ouais, c'est ça. C'était le cool thing. Là. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Après ça, oui, vas-y, tu dis quelque chose? Non, c'était juste, je me demande, c'est tout. Si jamais quelqu'un le sait, peut-être qu'il y a du monde qui savent les chiffres. Là. Je sais pas. Ouais, peut-être, oui. Hit us up on Facebook. Ouais. Après ça, on a un autre moment classique de NWO. Il avait attaqué des lutteurs dehors là, avec l'approche de production. Mm-hmm. Puis il avait pris. Kevin Nash avait attrapé un certain Rey Mysterio Jr. Puis il l'a lancé il a lancé comme un dard, dans le fond. Ouais. Puis il l'a lancé direct sur le trailer. Un moment classique là, qu'on voit souvent. Mm-hmm. Puis c'est ça. Après ça, à Hog Wild, les Outsiders ont battu Sting et Lex Luger quand l'arbitre du match, Nick Patrick, a fait un chop block à Luger pour permettre à Scott Hall de le compter 1, 2, 3. Fait que, tu sais, les gars cool de la NWO, ils ont besoin de l'aide d'un arbitre pour battre des lutteurs. Ouais. En plus, en même temps, ça fait heel aussi, là, en même temps, c'est correct. Là.
Nick Patrick, c'est pas le gars qu'on a parlé il y a pas longtemps qui a pris un bump spécial? Là, un bump, Ouais, il était écœurant. Ouais, comme ça. Hein? Mange des punches, puis les 4 fers en l'air, puis il est malade. Après ça, dans le main event du pay-per-view, il y avait Hulk Hogan qui a affronté The Giant pour la ceinture de WCW. Et évidemment, après de l'interférence de Hall et Nash, c'est Hogan qui a gagné. Puis ils ont fait le moment classique de sprain péter la ceinture NWO. Moment classique, évidemment. Oui, chose qui a été reproduite des milliers de fois par après par n'importe qui. Ouais. Puis après ça, il y a Ed Leslie, là, qui est aussi Brutus the Barber Beefcake, le meilleur ami de Hulk Hogan, qui est venu donner un gâteau pour sa fête. Ben oui. Puis évidemment, NWO ont cassé la gueule, puis c'est ça. Pauvre M. Beefcake. Oui, hein? Tout un lutteur. Oui. Et dans les semaines qui ont suivi, il y a Ted DiBiase qui était le 4e membre parce qu'il disait comme quoi que c'était lui qui avait financé la NWO. Évidemment. Million Dollar Man, hein? Il s'est pas payé. Au moins, ils ont fait un bon callback. Ça, c'est bien correct. Puis le Giant aussi est arrivé pour se joindre à la NWO. Mais le coup de grâce, malheureusement, pour la WCW, c'était Sting qui a joint les rangs de la NWO quand il s'est tourné contre son chum Lex Luger dans le parking. Puis il l'a attaqué à grande pluie battante, puis il était il vargeait dessus. Moi, d'après moi, Sting n'a pas fait ça pour la NWO, il a juste fait ça parce qu'il était écœuré de Kerry Luger. Ça se peut. Fuck Lex Luger. Son grand chum. Ouais. Mais toi, tu trouves que c'est une mauvaise chose? De quoi? Que Sting joigne la NWO? Non. Oui, non, je ne peux pas vraiment penser plus que ça à ta question, mais non, il me semble que ça me fait rien, moi. Non, de toute façon, à l'époque, y a-tu quelqu'un qui n'a pas été dans la NWO? Mais il y en a une couple, là. Mais non, il y en a beaucoup. À un moment donné, à NWO, il arrivait, puis il y avait 400 limousines, puis il y avait 10 gars qui sortaient de chaque limousine. C'est quand tu pognes IRS à ton équipe, là. Hey, moi, je l'aime IRS. Je parle pas contre. Je fais ça pour taquiner. Mais tu sais, mais oui, mais IRS puis Ted DiBiase, WWF, moi, j'ai rien à dire. WCW, là, oublie ça. Là. Bon, il n'a pas été. Tu sais, DiBiase ne luttait pas, anyways. Non, mais DiBiase, pour moi, ça n'a jamais été un lutteur. Je sais qu'il a lutté beaucoup, mais je trouve que c'est plus un personnage. Un peu comme un MVP fait aujourd'hui avec Hurt Business, un peu. C'est un mouthpiece. Je trouve qu'il était meilleur qu'MVP. Les deux dans leur prime, je trouve qu'il est meilleur qu'MVP. Ben oui. En tout cas, tout le monde est meilleur qu'MVP, mais c'est pas vrai. Fait que c'est ça, le bref retour. Bref retour, quand même, un bon 10 minutes qu'on a parlé de ça, mais NWO, voici, c'est ça qui s'est passé. Pas le choix non plus d'en parler, ça a tellement été un moment marquant de la lutte. Fait que merci, Mean Gene. À tantôt. As-tu d'autres figurines de même qui vont popper ou. J'ai juste Mean Gene parce qu'il est dans le show. OK. Je vais checker les prochaines semaines. On va voir ce qu'on peut faire. Parfait, merci. Après ça, match numéro 2. Un combat de soumission avec Scott Norton, Flash pour les intimes, qui a affronté Ice Train accompagné de Teddy Long. Teddy Long, c'est une méchante différence avec le Teddy Long qu'on a connu à SmackDown comme GM. Hein? Pas mal, oui, pas mal. Il a perdu beaucoup de poids. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis son manager, il était manager de Ice Train. Ice Train, on parlait que DDP ressemblait à Damon Priest aujourd'hui, tantôt, mais à qui me fait penser Ice Train, moi? Non. À Will Hobbs. C'est vrai. On dirait son père, c'est-tu? Il a même shape, la même coupe de cheveux. T'es sûr que c'est pas son père? Je pense pas. Okay, j'en doute, mais ça serait malade en Chris, mais je pense pas. OK. Puis non, c'est une grande ressemblance entre les deux. Et après les Mega Powers qui explosent, c'est maintenant le tour de Fire and Ice d'exploser. C'était une équipe ensemble, ces deux-là, avant qu'ils fassent un break-up. Là, t'es comparé-tu vraiment à Mega Power? C'était sarcastique, là. Détendre l'atmosphère, une petite blague. OK, parfait. T'es comique. Merci. Les deux se changent l'avantage avec des Power Moves. Mega Power Moves. Un lariat de Norton qui va d'un armbar sur Ice Train, mais Teddy Long embarque sur l'apron avec la serviette, mais le ref il dit que non, dans ce I Quit match-là, le submission match, c'est le gars qui va abandonner, c'est pas un lançage de serviette. Un submission match avec Scott Norton. C'est un autre qui était bien populaire au Japon, ça, non? Oui. Ben, il était hot, Norton, je l'aimais bien, moi. Mais tu sais, je l'aimais bien. Il avait l'air d'un Shylock, là.
Ouais, mais le gars, c'est un gros tank, là. Moi, je trouve Ah ouais. que pour un gars de 1996, là, c'est un tough guy de l'époque. Je trouve que je trouve qu'il fait beaucoup lutteur de gang québécois. Ouais, ça fait Scott lutteur de Norton. Aces and Eights, genre, là. Ouais, exact. Ouais, juste la petite veste. Exactement. Puis après ça, il y a Bobby Lynn qui dit comme quoi, ah, ben, Teddy Long n'a pas besoin de la serviette pour la lancer, c'est pour se nettoyer le crâne. Parce qu'il n'avait pas de cheveux sur Ah la oui, tête, hein. il était chaud. Funny guy, c'est M. Heenan. Ah, j'allais en plus Heenan dans le coin là-bas, trop tard. OK, ils l'ont empaillé chez vous? Non, malheureusement. Ce serait tout un morceau de collection, hein. Après ça, on a un Fujiwara Armbar de Ice Train sur Norton, mais ça marche pas. Donc après ça, il y a un splash de Ice qui a reçu les genoux de Scott Norton direct dans le bedon. Ben oui. Et après ça, il y a un step-over armbar de Scott Norton, mais après ça, il a fait un beau spinebuster, le premier vrai move du match. Ouais. Et après ça, avec le step-over armbar de Norton, il y a Teddy Long qui a embarqué sur l'apron. Fait que Norton a arrêté de faire sa prise, puis il a été prendre Teddy Long par la gorge. Puis évidemment, le temps qu'il se débarrasse de Teddy Long, Ice Train s'est réveillé. Puis il a réussi à faire un Master Lock, un full Nelson. C'était assez pour faire abandonner Scott Norton, le gagnant du combat Ice Train. On peut tout de suite vous dire que c'était pas notre combat de la soirée. Non, mais tu sais, j'ai cru que c'était un match correct. Là. Je m'attendais à pire. Là. T'es sans de me dire que t'as un kick sur Scott Norton, toi? C'est possible, c'est possible. OK, parfait. Ah non, c'est pas un kick, mais le match était correct. Là. C'était pas dégueulasse. Là. C'était correct. Je m'attendais à pire. Ouais. Après ce match numéro 3, pour le championnat des poids lourds mexicains, Juventud Guerrera a affronté le champion Conan qui est accompagné de Jimmy Hart, parce que Jimmy Hart, c'était le leader de Dungeon of Doom, le camp que Conan était rendu dedans. Et c'est ça. Pendant l'entrée de Juventud Guerrera, il y a un moment classique qu'on a vu dans beaucoup de Botchamania. Guerrera qui regarde la caméra, mais sauf qu'en faisant ça, il ne se rend pas compte qu'il y a les marches en arrière de lui. Fait qu'il se pète la gueule un petit peu. C'était bien comique. Ouais. Le pire, c'est quand il se retourne, je fais ah, c'est pas ce pay-per-view-là qui fait ça, puis ah, tabarnak. Ben oui, ben oui. On va essayer de le mettre dans les commentaires. Ouais, ça vaut la peine. Oui. Après ça, justement, voir Conan avec son look qu'on connaît avec la tune de Dungeon of Doom puis Jimmy Hart, il me semble que ça ne fait pas. Hein? Ouais, non. Ça, c'est un peu plate pour ça. Là. Ouais. Puis Mike Tenay, justement, on va tantôt, il est là pour les commentaires parce qu'évidemment, Juventud Guerrera et Conan, c'est des lutteurs très populaires au Mexique. Et ça commence avec un Release German Suplex de Conan qui a droppé Yuvi sur le coup. Mm-hmm. Après ça, il a lancé Juventud en bas du ring à bout de bras, à l'extérieur du ring. Sur Guerrera, il était avec un triple jump, dans le fond, du ring, d'un ring à l'autre avec un spinning heel kick. Une autre manœuvre, une très belle manœuvre. Ouais. Puis Tony nous a dit aux commentaires que c'était supposé être Psycho 6 qui était pour affronter Conan, mais Conan l'a blessé quelques semaines avant à Nitro. Je ne sais pas si ça aurait été une meilleure affaire ou une pire chose, ça aurait été contre Psycho 6. Ben moi, je pense que Juventud Guerrera était close second en arrière de Rey Mysterio. Non? Tu parles comme vraiment luchador, là. Ouais. Parce que Cruiserweight, j'avais vu Dean Malenko, là. Ouais, mais Dean Malenko, c'est un cruiserweight, mais pour moi, c'est plus un technicien qu'un cruiserweight. C'est plus un lutteur. Parce qu'il était. Je pense que c'est sa grandeur. Là, il était capable de faire tout, là, mais je pense que c'est plus un mélange d'un Chris Benoit et Eddie Guerrero. Même Eddie Guerrero, il a commencé cruiserweight, mais Eddie Guerrero, c'est plus un technicien, c'est un lutteur, plus un technicien du ring. Là. Je ne mets pas Malenko dans cette gang-là. Moi. Ouais, Eddie incorporait des moves lucha, mais c'était quand même un gars plus technique, comme tu dis. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, pour moi, là, en tout cas, c'est personnel, là, Juventud Guerrera, pour moi, c'était le deuxième meilleur cruiserweight à travers le monde, là, je pense. Mais moi, je trouve que tu es d'accord avec ton point, en même temps, je trouve qu'il était meilleur un coup qu'il a enlevé le masque. Là. Ah, ça, mes souvenirs sont trop flous, mais ouais, peut-être. Comme moi, c'est mon époque, ouais. pas mon époque préférée parce que je me rappelle pas de ça tant que ça, là, mais je pense que c'était meilleur quand il avait perdu son masque. Quoi. Mais je pense qu'il était meilleur que Psycho 6. Ouais, dans le fond, c'est le contraire de Ray. Ray avec son masque, il était excellent. Quand il a perdu son masque, c'est là qu'il a commencé à perdre son lustre un peu. Là. Ouais. Pas de masque, Ray, c'était dégueulasse. Because WCW, hein. Ouais. Mais il fallait le faire à un moment donné. C'était sûr que ça allait arriver. Là. C'est sûr.
Après ça, on a Juventud qui saute sur la barricade et qui tente un Rana à Conan, mais ça a été renversé en powerbomb sur le sol. Mhm. Après ça, le move trademark de Conan, Rolling Clothesline. Qui est devenu le move trademark de Chad Thompson à NWA. On le salue d'ailleurs. Bonjour, Chad Thompson. Bonjour. Après ça, on a un plancha, une planche de l'extérieur du ring de Juventud sur Conan. Mhm. Et après ça, Conan, il a fait un powerbomb. Il a pris un powerbomb puis il l'a lancé d'un ring à l'autre. Ouais. Un move qu'on voyait souvent dans SmackDown 2. Toujours aimé Conan, par exemple, aussi. Ben, non? Il est divertissant, divertissant, Conan. Parce que, oui, ouais. mais c'est parce que je le trouve sloppy, moi, Conan. Ouais, mais... Je le trouve sloppy, puis je trouve... Tu sais, en tout cas, je ne l'ai pas tant que ça. Il avait l'air d'un gros vendeur de dépanneur agile. Ouais, OK. OK. J'aime bien la comparaison, c'est bon. On la garde. Après ça, le champion mexicain a monté sur la troisième corde pour faire une manœuvre, mais Guerrero l'a fait tomber paquet premier sur la corde. Oh. Après ça, au lieu de faire un move, UV a fait un moonsault pour aller dans le milieu du ring. Je ne sais pas pourquoi. Puis pour le remercier de sa belle manœuvre, Conan a fait un dropkick en pleine poire. Après ça, on a eu un 450 splash de Juventud pour un compte de 2. Après ça, un spinning splash pour 2 encore. Après ça, Conan a été dans le muscle buster pour un compte de 2 également. Finish à Samoa Joe après ouais, ça? Ceux qui ne savent pas, c'est comme une suplex puis tu pognes les 2 jambes du gars. Là. Ouais. Un genre de brainbuster aussi, si on veut. Mm-hmm. Puis c'est ça. Ça a été pour un autre compte de 2, comme j'ai dit. Après ça, Conan il était d'un outsider edge en sit-down powerbomb. Mais dans le fond, Conan était sa première corde. Puis il a pogné Uvi en outsider edge, en razor's edge. Puis il a fait tomber en powerbomb, mais ça a été suffisant pour gagner le combat. Le genre de move que tu mettais à tes bonhommes quand tu créais dans les jeux vidéo, c'est un gros power move. Ouais, tu mettais ça dans le coin parce que tu n'avais aucune idée quoi mettre. C'était soit ça ou bien les shoulder trust. Parenthèse, j'ai hâte que cette pandémie-là finisse pour qu'on fasse notre spécial jeu vidéo. Ouais, j'ai hâte, moi aussi. Là. Et tabarouette, ça va être le fun. Inquiétez-vous pas, même si on n'en parle pas, on le prépare, inquiétez-vous pas. On le prépare. Oui. On espère avoir ça dans le temps que ça va être tranquille entre Rumble et WrestleMania. On espère. Mais ça, pour revenir au combat, j'ai un peu de misère avec ce match-là. Hein. Je trouve que leur idée de move était bonne, mais on dirait que l'exécution était slow et sloppy souvent. Là. Ouais, j'ai l'impression que le match, c'est ça, il y avait beaucoup de bons spots, mais que c'était mal chorégraphié, on peut utiliser ça? Ouais, peut-être. Ben, c'était ouais. beaucoup chorégraphié. En même temps, je comprends, là, des moves de main, tu peux pas faire ça, ça botche, là. Ouais, non, je comprends, ouais. Mais c'est ça. Peut-être que les moves n'étaient pas aux bonnes places, peut-être. Mais tu sais, il y a beaucoup de moves aussi. Il y a beaucoup de fois aussi que tu voyais Conan, genre, je sais que des fois, il faut que tu attendes le dive, là, mais des fois, il attendait un gros 5-6 secondes avant qu'il se passe de quoi, là. Ouais. T'sais, en même temps, c'est pas peut-être juste pas sa faute à lui non plus, c'est un peu des deux, là, parce que l'autre prend son temps. Mais en même temps, je peux comprendre quand tu fais un 450 splash de prendre ton temps. Là. Tu penses-tu que le fait qu'il y ait 2 rings, ça a peut-être nuit aussi à ce genre de match-là? Ou... Non, mais au contraire, ça devrait ça a aidé le match un peu plus. OK. Parce qu'il a été un peu plus créatif, évidemment, avec un ring de plus que tu rajoutes. Là. C'est vrai. Puis non, mais sinon, un A pour l'effort, mais sinon, rien de spécial. J'ai pas aimé ce match-là tant que ça. Moi, j'ai préféré ce match-là à l'autre d'avant, peut-être plus pour les lutteurs. Là. Ouais. Mais ce match-là, c'est un match que, genre, dans un vidéo package, c'est excellent. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après ça, parlant d'excellent, match numéro 4, un combat entre des Canadian Chris's, Chris Jericho qui a affronté Chris Benoit des Four Horsemen. Puis Chris Benoit qui a eu un très gros pop de la foule, évidemment, avec vu que c'était un Horseman, ils sont en Caroline du Nord, là, la ville des Horsemen. Mm-hmm. Puis non, ça, peut-être on saute un peu plus pour tantôt, mais ça aurait été le fun qu'ils soient dans le War Games à la place de peut-être, je sais pas, Lex Luger peut-être. N'importe qui à la place de Lex Luger, moi je l'aurais pris. Là. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est ça. Ça, c'est dans la phase de Jericho qui était méga babyface, là, genre taguer la foule, puis hey, come on, baby! Puis se mettre le. J'aimais ça, il se mettait tout le temps le corps dans la foule, puis le monde, il était. C'était malade. Ouais, c'était. On commençait un peu plus à le remarquer, là, Chris Jericho. Oui, il sentait de s'accueillir un petit peu plus. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça a pris peut-être un an et demi avant qu'il soit vraiment le Jericho qu'on connaît aujourd'hui. Là. Ouais. Un an et demi, c'est pas si long que ça.
Non, c'est sûr que non. Dans le temps, oui, parce qu'il fallait que ça se fasse plus vite, puis tu n'avais pas les internets. Des fois, les internets, ça peut aider comme ça peut nuire. Mm-hmm. Quand tu es bon, ça t'aide souvent. Mais, ouais. Puis les Horsemen, tu avais Benoît Malenko, c'est ça? Benoît, non. Dans ce là il n'était pas dans les Horsemen. Non, c'est vrai. Dans ce temps-là, c'était Arn Anderson, évidemment Ric Flair, évidemment. Chris Benoit, puis Mongo McMichaels. Oui, c'est vrai. Ce sacré Mongo. Wow. Il n'en parle pas souvent, hein, ça. Quand on parle des Horsemen, on ne parle pas souvent de Mongo. Non, mais pourtant, pas dans le bon sens, là, mais il était divertissant. Oui, il était très divertissant. Il était écœurant. Moi, je l'aimais bien. Je le trouvais bien drôle. C'était pas l'idée qu'il voulait, mais en tout cas. On vous fera un spécial sur sa carrière bientôt. À part de Mongo McMichael, il y a une page Twitter, justement, avec ses meilleurs moments. Fait que si vous aimez ça. Il y a quelqu'un qui a créé ça? Oh, oui, c'est des petits vidéoclips de Mongo, là, puis tout, là. On va essayer de. On va voir si je peux pas vous envoyer quelque chose sur les commentaires. C'est déjà hâte. Parfait. Benoît a dominé le début du combat contre Jericho, puis comme je disais tantôt, évidemment, la foule était à 100% derrière lui. Ouais. Mais le Star Power était plus en arrière de Benoît dans ce temps-là. Jericho n'avait pas ce Star Power-là, je pense. Non. Alors, ça, c'était des gars qui commençaient à percer, si on veut, de WCW. Benoît, c'était un petit peu plus. Il était un peu plus loin dans son cheminement. Là. Horseman a aidé aussi. Là. Ouais, Jericho, ça fait peut-être quoi? Peut-être 5-6 mois tant qu'il était là. Je pense que ça ne fait pas trop longtemps de temps que ça. Non, c'est ça. Puis ça, il y a même Benoît qui a fait ce qui est devenu la prise définition de Jericho. Il a fait un Boston Crab, un Walls of Jericho à Chris Jericho avant qu'il devienne, qu'il fasse ça lui-même. Mm-hmm. Un beau petit callback sans le vouloir. Après ça, Jericho il a pris le dessus avec un springboard dropkick. Son fameux dropkick qu'il fait encore aujourd'hui. Il saute de la deuxième corde, puis il a sort du ring, puis il fait un dropkick dessus. Très beau spot. Puis il a même été il a fait la même affaire, mais avec un genre de Senton Splash, un peu comme Darby Allin fait avec son coffin drop. Disons qu'il est pas assez proche de tomber juste sur l'apron aussi. Ouais. Comme quoi les choses changent, mais il reste pareil. Hein? Exactement. Non, les choses changent, mais ça ne ressemble pas plutôt. Je pense que les choses se ressemblent un peu trop des fois. Ah, ça se peut. Ouais. Après ça, il y a un missile dropkick pour 2. C'est pas pour Jericho. Après ça, un powerbomb encore une fois pour un autre compte de 2. Après ça, un Tiger Suplex pour un autre compte de 2. En fond, il y a beaucoup de near fall back-à-back dans le match, ce qui rajoute un peu au côté divertissant du combat. Après ça, il y a eu une bataille de chops, la spécialité de Chris Benoit, mais Jericho n'a pas donné sa place non plus. Non, c'est ça. C'est un top guy quand même là, dans le ring. Là. Ouais. Puis Jericho s'est sorti avec un spin kick pour arrêter le chop battle entre les deux. Mm-hmm. Après ça, il y a eu Benoit qui a pris Jericho en back suplex du apron, mais il l'a droppé en bas du ring. Un beau spot, un spot qu'on ne voit pas souvent. C'est vrai. Puis après ça, il y a Diving Headbutt de Chris Benoit sur Y2J pour un compte de 2 également. Et après ça, série de pins de Jericho, là, le small package, un backslide, de toute cette patente-là. Mais Benoit s'en est sorti. Mm-hmm. Et après ça, il y a Jericho qui était dans le Frankensteiner de la 3e corde pour un compte de 2. C'est impressionnant comme move, ça. Oui, c'est vraiment un très beau spot, ça aussi. Ouais. Puis après ça, Jericho, il a whippé Benoit dans le coin, mais il l'a renversé. Pour le whip. Après ça, Jericho, il a fait un coup de coude quand Benoit est arrivé vers lui. Il a monté sur la 3e corde pour pouvoir faire un genre de moonsault, mais Benoit l'a fait tomber. Fait que Benoit l'a suivi sur la 3e corde. Il a fait un backdrop souplex de la 3e corde, les deux. Et c'était assez pour gagner le combat. Victoire de Chris Benoit. Beau finish. Oui, un match très, très solide. Ouais. Donc, les deux ensemble ont pas fini de faire de la magie dans des combats. Mais du côté 1996, là, c'est un très, très bon combat. Ouais, c'est probablement un des combats qui a aidé Jericho dans son cheminement aussi. Là. Ouais. Je pense. Pas vendre le punch tout de suite, mais il y a des grosses chances que ce soit dans la fin de la soirée dans les Match of the Night. D'après moi, oui. Après ça, match numéro 5, on continue. C'est une affaire que j'aime des PPV de WCW, c'est que c'est lutte. Il y a une couple de promos, mais c'est lutte, une petite promo de la lutte. Ça, j'aime ça. Ouais, puis après ça, c'est un gâchis. Ouais, après ça, c'est plus promo, lutte, pas beaucoup de lutte, promo. Exact. Match numéro 5, comme je le disais, pour le championnat Cruiserweight, Rey Mysterio qui a affronté Super Calo. Avec sa casquette et lunettes attachées, là, c'est malade. Après ça, il y a Calo qui a commencé le match en
en workant le bras de Ray. Jusqu'à temps qu'il était il a ouvert la machine avec un power slam et un second rope elbow aussi après pour un compte de 2. Après ça, Ray s'est replacé avec un springboard Rana, mais Callow s'est tassé avant que Ray dive. Mais dans le fond, Ray a fait un genre de 619, si on veut, pendant que nous étions Dans le fond, c'était comme une tentative de dive que genre, il a put the breaks, si on veut. Il a docké puis il est revenu, là, dans le fond. Ouais, avant que ça devienne son trademark. Là. Ouais, exact. Après ça, on a Super Callow qui a mis le dropkick du top rope jusqu'à Ray en bas du ring. Un autre très beau spot. Ça prend des balles faire ça. Ouais, c'est rare ça, un dropkick d'en haut. Là. Ouais. Parlant de beaux spots aussi, Callow qui avait placé Ray au sol, puis il avait fait un flipping senton du ring jusqu'en bas. Ouais, c'était bizarre ça. Ouais, ben Chris, Super Callow, l'aime bien, moi. Super Callow, moi j'avais. Tu connaissais-tu, toi? Oh, non, j'avais vu beaucoup de ses matchs, le Cruiserweight. Là. Okay. Non, le monde n'en parle pas tant que ça. Mais non, à part ça. Évidemment son look, là, non, je trouve qu'il était solide comme Cruiserweight. Là. Ouais, il n'a pas resté très très longtemps, par exemple. Non, mais quand même un petit 2 ans, je dirais. Ouais, OK. Je me rappelle de regarder les vieux shows de WCW dans la 98 des Night Shows, puis il était encore là, je pense. Ouais, mais WCW, c'est un peu eux autres qui ont mis Cruiserweight sur la map, on va se le dire. Oh, ouais, Rey Mysterio, c'est sûr. Mais t'en avais beaucoup, là. T'avais tu sais, mettons, t'avais presque un brand complet. T'avais les Kidman, t'as Malenko, t'as mis dedans tantôt aussi, Juventud, Psycho 6, name it, là, il y en avait beaucoup. Là. Il y avait d'autres moins bons, des jobbers, mais c'est normal, là, il en faut aussi. Silver King. Les Villano. Mais non, mais même avant ça, avant que Ray et tout ça arrive, il y avait des. Il y avait pas Johnny B. Bad, mais il y avait Alex Wright qui était Cruiserweight, qui était bon. Il y avait Alex Wright avec sa petite danse comme ça. Hein? Oh, ouais. Okay. Il y avait Flying Brian Pillman aussi. Ouais. Il y avait aussi Jushin Thunder Liger aussi qui était là souvent. Légende. Oui. Puis, non, les Cruiserweight, ça a toujours été, je dirais, dans leur top 3 des forces à WCW, même peut-être même top 2. Oui, facile. Ça, puis leur main event, les attractions main event, là, les superstars, si on veut. Oui, c'est vrai. Puis non, ça, le Cruiserweight Division a toujours été solide. Mm-hmm. Après ça, il y a Callow qui a calmé le jeu avec des soumissions. Après ça, Ray a sauté vers Callow vers les crossbody dans les cordes, mais Callow est resté poigné. Je ne sais pas comment il a fait son compte. Après ça, Ray le tire d'un côté et le ref essaye de le faire rentrer dans le ring. Dans le fond, genre, il voulait faire une close line pour le sortir du ring, sauf qu'il est resté poigné. Puis pendant que Ray essaie de le sortir en tirant sur son affaire, le referee tirait sa jambe pour le. Dans le fond, le gars, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Là. Les deux, ils tiraient chacun de leur bord, puis le gars était d'un corde de même. Là. Ouais, je pense que chacun voulait faire son affaire, puis que les deux ne savaient pas ce que l'autre voulait faire, fait que ça donnait ça. Ouais, mais le ref, il a dû mettre ses affaires. Là. Les gars, ils sont capables de faire leur spot. Là. Ouais, je sais bien. Mais Cruiserweight, c'est pas tous les refs non plus qui comprenaient ce style-là, je pense. Là. Non, c'est sûr. Après ça, on a eu Mysterio qui a tenu la main de Callow, puis il s'est assis sur la troisième corde. Il s'est levé dans les airs, il a pogné un Hurricane, puis il l'a fait en bas du ring. Un autre très, très, très beau spot. Ouais, Ray à WCW faisait des spots quand même assez dangereux. Là. Oh, ouais, c'est des affaires que tu n'avais jamais vues de ta vie là, non, c'est ça. À l'époque. Là. Non, vraiment pas. Ouais. Après ça, on a eu. Voyons, j'étais rendu où, moi? Ouais, Callow t'attend un drop kick, mais Ray, il a tenu les cordes. Fait que ça, Ray a fait un genre de backflip d'un ring à l'autre. Après ça, il a fait un jump sur la troisième corde, l'autre corde du ring, puis il a jumpé en Hurricane Rana pour le compte de 3. Un autre spot écœurant. Là. C'est pas étonnant. Là, ceux qui n'ont jamais vu, mettons ceux qui connaissent juste Rey Mysterio WWE, qui était quand même excellent, on s'entend. Ah, oui. Mais aller voir ces matchs WCW, c'est comme un autre niveau de high flying puis de prise dangereuse aussi. Mais pas mal c'est pas pour rien qu'il est magané aujourd'hui. Ouais. Mettait son corps en danger pas mal. Là. Ça, puis dans ce temps-là, Rey Mysterio, c'est pas le Ray d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de muscles, si on veut. Oui, il était plus la charpente était pas mal différente. Oui. Puis, ça, tu sais, c'est affaire de blessure de genou, là, puis surgery 5 times in my left knee, là, c'est à cause des moments comme ça. Oui, exactement. Mais toujours divertissant, puis le meilleur cruiserweight de l'histoire, je pense. Oui. Deuxième match solide d'affilée, j'ai trouvé. C'était excellent. Ouais. Belle performance des deux compétiteurs, puis un candidat pour le match of the night. Oui, c'est moins mon genre de match parce que je préfère plus la lutte. Mm-hmm. Mais... Comme le match d'avant, là?
comme le match d'avant, mais un match de Ray, je te dirais à l'époque, jusque tard dans sa carrière, je pense pas que j'en ai skippé beaucoup parce que ça a toujours été un de mes lutteurs les plus le fun à regarder. Mm-hmm. Ouais. C'est ça, belle victoire de Ray, puis on s'en parle au Match of the Night tantôt peut-être. Après ça, match numéro 6 pour les championnats par équipe, Harlem Heat avec Buddy Lee Parker et Sherry, qui a affronté les Nasty Boys, l'équipe préférée de Dave. Oui, ben oui. Ça, puis le Gun Club. Ouais. En fond, oui, vas-y. Tout le monde a droit à son opinion, je pense. Ben oui, certainement. Au début du match, Sherry a distrait Sags qui dominait Stevie Ray, puis là, tout le monde se retrouvait en bas du ring. Après ça, les Nasty Boys en donnaient un cœur joie sur Booker T, le worker de l'équipe. On ne se le cachera pas. Ah ouais, c'est pas Stevie Ray? J'en doute. Est-ce que Harlem Heat, je pense qu'on avait déjà répondu à la question, mais moi, ma mémoire est courte. Est-ce que c'est la meilleure équipe de la WWE? Ah oui, sans aucun doute, je trouve. De l'histoire, oui. Oui, vraiment homegrown WCW team, là, ben oui. Ouais, sans aucun doute. Je suis d'accord avec toi. Tu peux faire un argument peut-être pour les Steiner Brothers, mais sinon, moi, pour moi, je pense que Steiner Brothers, pour moi, c'est plus WWF. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas été là tant que ça. Hein. Non, mais mettons, moi, ils m'ont marqué plus à WWF qu'à WCW. Moi aussi, là, ben oui. Ouais. Mais il y avait une bonne run quand ils sont revenus en 94, je pense. Puis après ça, évidemment, Steiner est devenu Big Papa Pump. Puis Rick Steiner, ben, il est resté Rick Steiner. Là. Merci quand même à Big Papa Pump. Ça a été des années divertissantes. Ah là! Après ça, Cherry s'en a encore mêlé une fois du combat. Puis évidemment, ça, c'était un des thèmes du match. Là, comme quoi les Nasty Boys, c'est des babyface, mais ils sont comme un handicap 4 contre 2, même si c'est censé être juste 2 contre 2. Oui, de Sherry Parker. Il serait excellent à AEW aujourd'hui. Oui, exactement. Ça serait peut-être le contraire, par exemple. Ce serait des 4 faces. Puis... oui, exactement. Ben non, je niaise. Mais non, il ne faut rien dire contre AEW. C'est parfait, on peut continuer. C'est pas nécessaire. Non. Après ça, Steve Rick était un broke kick pour un compte de 2. Quand tu ne le sais pas, ça surprend. Oui. Je ne sais pas si c'est là que Sherry a eu son idée, mais en tout cas. Après ça, Sherry a frappé Nobbs qui l'a pourchassé, qui s'est fait pourchasser par Sags en bas du ring. C'est littéralement en 4 contre 2, comme j'ai dit. Le Damn Numbers Game. Ça, Booger T. Pas Bastion Booger, là? Non. Booker T, pardon. Okay, il a tenté un Harlem sidekick quand Nobbs était proche des cordes, mais c'est tassé, fait qu'il est tombé crotch first sur la corde. Après ça, ils sont retrouvés en bas du ring, puis Nobbs en a profité pour taguer son partner Sags pour la hot tag. C'est hot en crise comme nom, Sags, pareil. Jerry Sags. C'est accrocheur. Ouais. Comeback de face de Sags sur Harlem Heat. Puis évidemment, Sherry s'est encore mêlé, mais cette fois-ci, s'est fait prendre par les cheveux par Sags, l'a rentré dans le ring. Booker T, après ça, c'est un cheap shot, mais Sags l'a esquivé, puis il a fait un roll-up pour un compte de 2. Après ça, Sags est monté sur le 3e, mais Parker l'a fait tomber avec sa canne. Pendant Noël, canne, mais oui. Oui, ben c'est thématique. Oui, merci, M. Parker. Sags a passé un mauvais quart d'heure auprès des 4 heels parce qu'ils s'échangeaient l'avantage chacun leur tour. Là, pendant que la bête était le dos tourné, Buddy Parker le choquait puis Sherry le frappait. Ouais. Après ça, ils finissent par s'en sortir en dockant une double clothesline des deux, puis il a fait un double facebuster à Stevie Ray et Booker T. Après ça, Nobbs embarque avec un autre comeback de face. Il a réussi un splash sur Stevie pour 2. Quand Booker est intervenu, les 4 sont dans le ring pour brawler. Évidemment, ça signale presque la fin du match. Sags a fait un Pompendo Slam à Booker T qui s'est retrouvé placé pour un beau jour de la deuxième corde de Nobbs. C'est un splash de la 2 qui était pour le compte, mais Buddy Parker avait l'arbitre distrait, ce qui a permis à Sherry Martel d'arriver dans le ring avec la canne et la péter sur la tête de Brian Nobbs qui avait le pin. Et ça a été suffisant pour que Booker T le retourne et fasse le compte de 3 pour garder leur ceinture par équipe. Bon choix pour la fin. Moi, je vais dire de quoi que je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin. C'est Noël, là. Sherry Martel, je suis d'accord, c'est une excellente manager. C'est une légende.
Mais, calisse qu'elle me tapait ses nerfs souvent. Ah, this recording has stopped. Souvent. OK, non, mais c'est parce que... Je trouvais qu'elle en mettait sa job? trop. Oui, mais j'ai toujours trouvé qu'elle jouait trop gros. Ouais, je comprends ce que tu veux Je dire. respecte tout ce qu'elle a fait, là. Écoute, je peux pas dire que c'est pas une bonne. Non, que je me ferais tirer, là. Mais genre, j'ai toujours trouvé qu'elle jouait un peu trop gros. Tu sais, tu te compares un peu aux autres managers, là. Ouais. Je sais pas. Genre, je l'aimais, elle faisait la job, mais elle me tapait souvent ses nerfs. Je parle au courant de la carrière, là. Je parle pas juste dans le match. Là. C'est dans ce match-là particulièrement, elle me tapait ses nerfs. OK. OK. Ouais, tu sais, je pense qu'elle prenait les bouchées de double justement parce que c'était une femme, là. Tu penses? Ouais, moi, je pense que c'est pour ça qu'elle allait over the top, là, parce que Ouais, c'est vrai qu'elle a fait le chemin pour ça aussi. Là. Ouais, puis tu sais, en plus, c'est une ancienne lutteuse, fait que c'est pas comme si elle se faisait varger par... Nancy Boy se faisait varger par Miss Elizabeth, là, qui a pas jamais lutté de sa vie, là. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est plus legit qu'une femme de même te casse la gueule qu'une petite femme, là. Ouais. Mais non, OK. mais non, je comprends ce que tu veux dire, je vois ton point, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle faisait une très, très, très bonne job, puis... ouais, non, c'est sûr. Ouais. Ça doit être un choix personnel aussi. Là, ouais. C'est un peu comme Jimmy Hart, je trouve aussi. Jimmy Hart, tu sais, ouais. oui, c'est un bon gérant, mais ce qui faisait le bon côté de Jimmy Hart, c'est que c'était un gars qui croyait en ses lutteurs puis il se mettait à fond dans tout ce qu'il faisait. Ouais. C'est un peu Il faisait un jacket sur tous ses lutteurs, là, tu sais. Ouais, ça c'était cool. C'est malade, ça. C'est un peu le même genre de manager en plus, c'est ça le pire. Ouais. Il me tapait un peu ses nerfs, malgré que c'est un excellent manager aussi. Là. Écoute, on a grandi avec ces managers-là. Là. Oui. Je ne pourrais pas te dire c'est qui mon manager préféré, mais. Ça doit être Bobby Heenan, j'imagine. Ouais, je pense que c'est Bobby Heenan. Ouais, moi aussi, c'est lui, là, mais il y a beaucoup de monde. Pour l'ensemble de sa carrière aussi. Moi j'aimais bien Slick. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien Slick. Ouais, toi, c'est pas Sonny, non? Ouais, aussi, là, mais pour d'autres raisons différentes. Ouais. Un autre bon match. Un tag match vraiment old school. J'ai aimé ça. Mm-hmm. Puis, en plus, l'histoire était bonne avec évidemment les deux babyface qui se défendent de plus qu'ils peuvent contre 4 personnes. Mais évidemment, à cause du numbers game, comme je dit tantôt, ben beau être vaillant puis vouloir dominer le match puis gagner. Mais quand c'est 4 contre 2, maintenant, tu perds des munitions. Là. Ouais. Sinon, la rivalité a continué avec les deux équipes, mais pour côté ce match de ce soir, j'ai bien aimé ça. Ouais. Probablement un des meilleurs matchs de la rivalité, j'ai l'impression. Ouais. Fait que la streak de bons matchs est à 3 d'affilée. Après ça, Interview Time avec Mike Tenay, qui était avec Macho Man Randy Savage, avec son gros saut de WCW. J'étais sûr que tu allais nous parler de lutte mexicaine, mais non. Pourquoi? Mike Tenay, c'est pas lui le spécialiste? Ben oui. Ouais, non, il faisait beaucoup de... Ouais, c'est vrai. Excuse. Macho dit que c'est la nécessité qu'il faut à la WCW. Puis il dit qu'il se présente au bâton, puis il va faire un grand chelem contre le Giant ce soir. Un petit clin d'œil à Macho Man qui était un joueur de baseball avant. Ça, je savais pas. Qui jouait avec un lanceur pour les Reds de Cincinnati. Ah, bah, hey, wow. Pour vrai? Ouais, il y a beaucoup. Sur Internet, tu checkeras, tu vas juste taper Macho Man Baseball. Là. Tu vois, la première fois qu'ils vont sortir la photo, sa trading card qu'il y avait de lui. Là. Hey, ça devait être mal. Il y avait ses cheveux dans le vent et tout? Non? Non, il n'y avait pas de barbe, il y avait la casquette, pas de barbe, puis c'était marqué son vrai nom, Randy Poffo dessus. Ouais, c'est ça. Imagines-tu Randy Savage comme lanceur avec tout le look? Oh yeah, fastball, yeah. Il a-tu joué dans des mêmes années que Peach Rose, non? Il me semble que Peach Rose était avec les Reds ou les Phillies. Non, les Reds, je pense. Ouais, mais j'ai pas été assez loin dans mes recherches pour ça, mais je pense pas. Qu'est-ce que tu fais des poules de baseball, tu devrais savoir ça? Ben oui, je faisais pas des boules de baseball en 1975, c'est-tu? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. On va regarder, voir, pour mon bien personnel, je pense que tous les autres. Ben, Macho Man, ah ouais. Ouais. OK. Ça, tu m'as appris de quoi? Parfait, je suis là pour ça. Oui, c'est vrai ça. Après ça, il dit qu'il pense qu'il a pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai marqué ça dans mon texte, je ne comprends pas pourquoi, mais il est thinking. Qu'il fallait qu'il whip le Giant. Et après ça, il se dirigeait tout droit vers Halloween Havoc pour affronter Hulk Hogan parce que c'était son prochain gros combat pour la ceinture de WCW. Ben, NWO, si on veut. Mm-hmm. Puis il va arracher le cœur noir d'Hulk Hogan. Oh.
Puis après ça, Tony il a répondu qu'il ne doit pas regarder tout de suite vers Hulk Hogan puis sous-estimer le géant. Puis Macho Man, il dit qu'il a raison, mais qu'il va envoyer un message à NW ce soir en battant le Giant, puis qu'à Halloween Havoc, Hulk Hogan, il va manger une volée. Oh yeah! Yeah, brother. Une promo typique du Macho Man. Macho Man, un autre que. J'ai l'impression que je me répète souvent dans le podcast en disant ça, là, mais un autre que la ceinture n'a pas fait le lutteur. Un personnage plus grand que le championnat. Ben oui, plus grand que nature. Là, ouais. Un gars qui techniquement n'avait pas besoin de la ceinture pour se faire valoir. Je me rappelle même pas de ses combats de championnat du monde. Honnêtement, pratiquement. Tu te souviens des matchs contre Hogan à WrestleMania 5 puis tout ça? Oui, mais je parle. Tu sais, ça me vient pas tout de suite en tête. Je suis comme Macho Man pour la ceinture. Tu sais, genre, Macho Man pour moi, c'est genre tout sauf une ceinture. Ouais, mais moi, Macho Man, là, les deux premières affaires qui me viennent en tête quand je pense à Macho Man, c'est évidemment son personnage, ses promos. Puis le match qu'il y avait eu contre le Warrior WrestleMania 7, le combat de carrière. Oui, c'est avec vrai. Avec à la fin Elisabeth qui arrive dans le ring et qui sont l'accolade. Puis c'est le gros moment d'amour de WrestleMania. J'ai un blanc parce que j'ai ça dans la tête. Tu sais, Macho Man, il y avait son suit doré aussi. Ben, il y avait plusieurs suits, là, mais. Oui, ça oui. Il y a eu un match contre Flair à WrestleMania, non? Oui, match à WrestleMania 8 au Pontiac Silver. Non, pas à Indianapolis, au Osio Dome. C'est ça, c'était dehors, ça, non? Oui, c'était dehors. La même chose qu'il y avait Hogan contre Sid Justice. Oui, c'est vrai. Avec le run-in de Papa Shango. Là. Oui. Ou le walk-in, plutôt. Là. Ouais. Okay, non, il y avait ce match-là. Dans ce match-là, Ric Flair avait la face en sang. Ouais, je pense que c'est un des matchs que je me souviens le plus de Macho Man. C'est bizarre en Christ. Puis un autre match qu'il y avait dans ce show-là qu'évidemment, j'avais bien aimé. Tu penses que tu sais où je veux en venir? Hein? Vas-y. Roddy Piper qui a affronté Bret Hart pour le championnat intercontinental. C'est un très bon combat. Le premier, pas le premier, là, mais un des plus gros matchs de Bret avant qu'il devienne World Champion. Oui. Puis c'est ça. Okay. Match numéro 7, évidemment, on en parlait il n'y a pas longtemps. Macho Man Randy Savage qui affronte The Giant. En fond, Savage empêche Giant de rentrer dans le ring. Mais Giant a fait la gaffe de vouloir slammer le Giant à l'extérieur du ring. Fait qu'il s'est fait tomber dessus. Mm-hmm. Après ça, Giant l'a pris à bout de bras puis l'a lancé de l'extérieur du ring jusque dans le ring. Après ça, rien de. Avantage Giant pour un bout, évidemment, parce qu'il est plus gros que Macho Man. Macho Man aussi, dans ses combats, il était réputé pour être le gars qui mange à voler 90% du match puis fait son comeback à la fin puis il gagne. Là. Ouais, puis il vendait bien aussi. C'est un gars que tu luttais contre lui, tu avais toujours son 100%, il se donnait en crise dans un match. Là. Oui. Ben, il se donnait à 100% avant tout ce qu'il faisait. Là. Ouais, c'était. Je pense même que pour lui, je pense que c'était presque nocif parce qu'il devait être souvent plus en personnage qu'en humain lui-même. Là. Il devait être plus, mettons, Macho Man que Larry Poffo. Larry Poffo? J'ai Randy Poffo, j'ai dit Larry, excuse. Larry, c'est son. Il y a Lanny, son frère. C'est Lanny, mais je ne sais pas pourquoi Larry, je pensais à d'autres choses. Là. Mon chum de Genius. Ton chum? Ben oui, j'ai déjà un match de lutte contre lui. Je ne l'ai pas compté déjà. T'as invité au podcast? Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Depuis qu'il m'a cassé ailleurs, il ne m'a pas parlé. Ouais, faites la paix, là. Ah, j'ai mangé un punch. Là. C'est Noël. Ah, c'est bien. On va voir ce que je peux faire. Ok, parfait. Après ça, comme j'ai dit, rien de trop excitant. Là. Des chokes, des clubbing blows, des soumissions. Il a même fait un Boston Crab à Macho Man. C'est vrai. Giant qui fait des Boston Crab. Eh bien. Ouais. Après ça, Giant a manqué un knee drop. Puis Savage en a profité pour y travailler la jambe, évidemment. Mm-hmm. Après ça, il y a un bulldog de la troisième corde de Macho Man pour Giant s'est retrouvé par terre. Ensuite, Macho Man il a réussi à slammer le Giant. C'est surprenant quand même. Quand tu t'en attends pas. Un Giant moins pesant que. À l'époque, il était plus slim, ça fait drôle à dire. Il pesait quand même 300 livres. Là, mais... Il était très agile dans ce temps-là. Là. Il peut faire des dropkicks. Ouais, c'était bizarre ça. Il faisait même des missile dropkicks des fois. Ouais, de la deuxième corde aussi. Ouais, Big Show, c'était un joueur de basketball avant ça, le classique. Là. Donc, ils ont tout fait des sports? Ben, ça aide football, beaucoup. Basket, ouais, c'est vrai. Okay. Ça aide très beaucoup. Même le Goon a fait du hockey aussi. Une autre fois, peut-être, on va en parler. Peut-être. Après ça, Big Elbow qui a connecté pour Macho Man, mais avant qu'il puisse faire un compte, il y a Hollywood Hogan qui est arrivé dans l'entrée. Puis évidemment, Randy, comme un épée, il l'a suivi. Puis évidemment, c'était un guet-apens.
C'est un piège parce qu'il va être attaqué 3 contre 1 par Hall, Nash et Hogan pendant que le ref Nick Patrick, heureux hasard, qui était en train de parler avec le Giant. Puis Nash a frappé Randy Savage avec une chaise. Après ça, les trois l'ont ramené dans le ring. Puis Giant l'a compté pour le compte de 3. Victoire du Giant avec beaucoup d'aide de ses cohortes de la NWO. Oui. Puis, chose qui devenait pas mal récurrent à l'époque. Ouais. En tout cas, quel babyface épais. Ouais, ben, tu sais. Ah, ça, ben. Toutes les babyface sont pas mal épais, là, tant qu'à moi. Là. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être le heel qui est épais. Ouais, je sais pas. Le face devrait être brave et être tout le temps one step ahead of du heel. Là. En même temps, le face n'est pas supposé de voir la bonté dans le monde, non? Non? Ben, je vois ça de même. Là. Ben, si Hogan vient dans l'entrée et m'écœurer, je vois pas de bonté là-dedans. Là. En tout cas, bref. Écoute, ça va un sujet pour un autre podcast. Oui, on va peut-être faire un featuring, peut-être. Peut-être. Ça, comme je disais, un match correct sans plus. Là, un match un peu pour avancer le match à Halloween avec Hogan et Savage. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Parlant de tout ça, un commercial pour le Halloween Havoc le 27 octobre 1996 avec Macho Man dans le commercial, évidemment. OK, fait qu'on arrête, là, il y a une pause, c'est ça? Non? Ben, OK, c'est pas nous autres qui est en commercial. Là. Non, c'est eux autres qui sont en commercial. OK, excuse-moi. C'est une petite promotion pour le prochain pay-per-view qui arrive. Oh, OK, vas-y. Après ça, on retrouve un autre interview time avec Mike Tenay, encore une fois, qui est avec Ric Flair, Arn Anderson, Lex Luger, Woman Elizabeth. Et Tenay a demandé à Flair s'il avait trouvé un remplaçant pour Sting. Puis Flair a dit que Sting ou pas de Sting, ça va être d'autres qui vont gagner le combat. Parce que les Horsemen, tu peux pas battre ça. Après ça, Double A qui a dit que c'est dommage pour Sting, mais dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce qui n'est pas faux. Philosophe, c'est Arn Anderson. Oui. Puis après ça, il y a eu Luger, quand il a commencé à parler un peu, mais Sting est arrivé pour parler à eux autres, puis dire comme quoi, il a dit à Alex, c'est pas moi qui a fait ça, c'est pas moi qui t'ai attaqué, tu devrais le savoir, on est des grands chums, puis tout. Je ferais jamais ça. Puis tout, là, Luger, il a dit ben là, moi, je te crois pas. J'ai vu dans tes yeux que c'est toi qui m'avais attaqué. Ben oui, Lex. On parlait de Babyface épais tout à l'heure. Ouais, ben lui, c'est un épais tout court, c'est pas pareil. Là. Bon. Moi, il dire. Tu peux bien dire s'il n'aura pas de sa chaise. Oh, OK. C'est Noël, là. C'est pas méchant. Tu veux bâcher mon Randy, moi, je bâche ton Lex. Ben ouais, mais Chris, il est pas en chaise roulante, Randy Orton, là. Qu'ils prennent le Lex Express puis qu'ils ne reviennent plus jamais. En tout cas. Fait que c'est ça. C'est moi le heel du podcast, non? Ben je sais. On le sait déjà, ça. Ouais, c'est ça. Ben, fait que c'est ça. Sting dit que s'il le croit pas, ben, just too bad. Parce que Nature Boy termine en disant que c'est le temps de walk that aisle. Après ça, on voit Michael Buffer, l'annonceur de la boxe, pour annoncer les règles du War Games qui s'en vient, le prochain combat. Le main event? Oui. Et quand Buffer était là, habituellement, c'est le main event qui s'en venait. Oui, il était pas là. Ben, c'est encore drôle. Des fois, il était là pour les combats de mi-carte, si on veut. Là. Mais pour vrai, c'est vraiment un gars, c'est ça, la grande qualité. Là. Il hype beaucoup la foule. Puis, mais tu sais, moi, quand il annonçait un match, on dirait que j'étais down de regarder ce match-là. Là. C'était plus hype, si on veut. J'étais hype en crise. Là. Ouais. Fait que dans le fond, les règles du Wargame sont bien simples, je vais les dire à l'instant. Il y a 7 périodes. La première est de 5 minutes où un de chaque équipe s'affronte dans le ring. Mm-hmm. Et après ça, à chaque 2 minutes, il y a un autre lutteur qui arrive. Entre la période 1 et 2, il y a un coin toss qui se fait backstage pour savoir qui a l'avantage du Wargames. 3/4 du temps, logiquement, c'est les Heels qui l'ont, à part NXT. Bon. Après ça, à chaque 2 minutes, il y a un autre lutteur qui arrive jusqu'à temps que tout le monde soit dans le ring. Et après ça, le match peut aller comme genre pour la fin du match. Parce qu'avant ça, mettons exemple, c'est Luger contre Scott Hall. Luger ne peut pas faire abandonner Scott Hall au début. Il faut vraiment que tout le monde soit dans le ring pour le combat, pour que le vrai War Games débute. De match Beyond, si on dit. Mm-hmm.
Puis c'est ça. Après ça, il y a pin et soumission jusqu'à temps qu'on trouve un gagnant. C'est simple. Vous savez les règles maintenant? Qu'est-ce qu'on dit? Place au match. Mais non, c'est pas ça. Hein? Non, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas Let the War Game Begin? Ouais, ou Let's Get Ready to Rumble. Bon, okay. Voilà. Tu sais, si tu veux annoncer quelque chose, il fallait comme du monde. Désolé, je suis pas Michael Buffer, moi. Non, mais t'es Joe Lady, c'est encore mieux. J'ai buffé Michael. Je t'ai fait un compliment. Fait que tu le prends, tu fermes ta gueule, tu continues. Ben, je disais rien avant que tu me dises fermer ma gueule. C'est bon. Match numéro 8. Oui. Team NWO. Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan et Sting. Qui affrontent Team WCW. Ric Flair, Arn Anderson, Lex Luger et... À suivre. Spoiler. On va voir quelque chose qu'on n'a jamais vu après à WCW. Bon, on l'a jamais vu avant, là, mais... Avant, puis après... Après, on l'a vu une couple de fois, oui, en effet. Si vous voulez des preuves, écoutez Halloween avec 2000 qu'on a reviewé. Et voilà. Ça, c'est la meilleure... Meilleure pay-per-view à checker. Et les deux commençaient le combat. C'est Arn Anderson du côté de WCW et Scott Hall du côté NW, évidemment. Hogan et Nash vont commencer le match, certain. Ouais. Ben, c'est le workhorse qui va commencer. Ouais. C'est vrai. Il se change l'avantage. Ouais, oui? Non, vas-y, excuse. Il se change l'avantage quand que Tony nous dit comme quoi c'est la NW qui a gagné le coin toss backstage. Surprise. Mm-hmm. Et après ça, Arn Anderson qui va d'un half crab sur Scott Hall jusqu'à temps que Kevin Nash arrive comme prochain adversaire du War Games. Mm-hmm. Puis évidemment, 2 contre 1 avec Scott Hall, Kevin Nash contre Arn Anderson, c'est Arn Anderson qui mange la volée, évidemment. Ouais. Mais il a quand même été brave au début. Là. Il a l'avantage pendant une coupe de peut-être 30 secondes, jusqu'à temps que les deux le coupent. Et après ça, Nash a fait un snake eyes à Arn Anderson. Jusqu'à temps que le temps s'écoule et on voit le prochain lutteur arriver dans le ring pour Team WCW. C'était Lex Luger, ton préféré. Il va d'un c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'écouter le show. Que tu as checké ton téléphone, c'est ça? Exactement. Il va d'un double clothesline aux Outsiders et Lex Luger pop la foule qui répond en in kind. Tu peux pas dire qu'il était pas over, Lex Luger, par exemple. J'ai jamais compris pourquoi. Ben, le look, puis je sais pas. Je l'ai pas, Lex Luger, moi. Le mollet un peu trop. Un mollet de. Tabasse. Pas vrai. Ça, c'était 80% du roster à l'époque. Il faudrait. Même ces clotheslines qui devraient être un de ces moves powerful parce qu'il y a des gros bras, même ces clotheslines n'étaient pas beaux. Ouais. Mais moi, j'aimais bien. Soit qui vendait ou qui mangeait les mots, il faisait tout le temps les wow! 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 Il était écœurant. T'as remarqué dans le match aussi? Ben oui, c'est malade. C'est juste ça que tu remarques dans le calice de match. il donne un punch, et wow! Il mange un chop, c'est wow! Oh my god, toutes les fois que je fais que j'ai match, j'ai tout le temps juste à cause de ça. Ouais. Après ça, après le double clothesline, il a envoyé Hall dans la cage, il a envoyé Nash dans la cage. Et après ça, ils ont pris le devant jusqu'à temps que Hulk Hogan arrive, Hollywood Hogan, pour faire l'avantage 3-2 pour la NWO. Pardon. Après ça, Luger et Arn l'ont double teamé Hogan. Mais ça a été de courte durée, of course. Avantage New World Order. Après ça, ovation monstre pour le prochain lutteur du match. C'est Ric Flair, le Nature Boy, dans Ric Flair Country. Oui. Il slug Hogan avec des brass knucks. Après ça, un low blow à Nash et à Hall tout de suite après. Le fameux dirtiest player in the game qui va laisser mots fétiches. Oui, on va s'entendre là, que les Horsemen, c'est pas mal plus des heels que des faces. Ouais. Mais voilà, le dernier participant de NWO. It's Sting! Et les gars commentateurs aux commentaires disent comme quoi commencent à dire que c'est le jour le plus sombre de l'histoire de la NWO, que la franchise Sting se tourne contre son équipe pour aller avec la NWO. Puis, il y avait évidemment l'avantage vers la team NWO avec Sting qui fait des Stinger Splash à tous les membres de l'équipe de WCW, à Arn Anderson, Ric Flair et Luger. Mm-hmm. Après ça, dernier membre de la team WCW, It's Sting! Oh non, my God! Voyons donc! Il y a 2 Sting! Qu'est-ce que c'est ça? Jamais vu. Non. Ben, pour être bien franc, à l'époque, c'était jamais vu. C'était qui l'autre Sting? Ah, merci de te poser la question. Ben, l'autre Sting, c'était Cobra qui le faisait.
un lutteur qui était à WWE, évidemment, dans ce temps-là, qui avait une gimmick de genre de sergent de commandant là, en camo. Oui, Là. c'est vrai. Puis, ouais, c'est lui qui faisait ça parce que, tu sais, mais on se le cachera pas, là, la ressemblance est quand même là, quand même. Là. Ouais, Tu c'est sais, vrai. c'est sûr que quand tu vois les deux à côté de l'autre, tu vois tout de suite que c'est qui le wrestling. Là. Mais si Mhm. tu ne sais pas, vite de même, les deux, ça ressemblait quand même pas mal, je trouve. Là. Ouais. Après, le même genre de shape, puis les mêmes cheveux, puis le même make-up. Ça s'est quand même réussi de ce côté-là. Ah ouais. Évidemment, Sting, il domine tout le monde, 4 contre 1, puis tout le monde joue des Stinger Splash. Il pogne le faux Sting par les cheveux, puis il fait le reverse DDT, son Scorpion Death Drop. Après ça, Sting demande à Alex Luger, c'est assez bon pour toi, ça? Puis après ça, il fait un fuck you, puis il s'en va. Il laisse son équipe dans la marde, parce qu'évidemment, l'équipe, il faisait pas confiance, surtout son grand chum Lex. Et voilà. Puis là, évidemment, la NW en avait pas tant. Fait qu'ils ont dominé les trois faces. Puis ça finit avec le faux Sting qui a fait un Scorpion Deathlock à Luger pendant que Hogan le tenait en front face lock. Et ça a été Luger a tenu le plus qu'il pouvait. Malheureusement, il a abdiqué. Donc, Oh non! gagnant de l'équipe, Team NWO. Gagnant du match plutôt. Du match, ouais. Oui. Ça, Puis, c'est tellement du mauvais booking. Là. ben, en même temps, c'est quand même divertissant, là, côté juste spectacle. Non, mais tu sais, le face. Il me semble que c'est genre. Je sais pas. Mettons un gars surprise pour un team face, puis c'est un full sting. Ouais, mais regarde. C'est pas. Il me semble. C'est plus un move de heal, là, Ouais. en partant, non? Ouais. En tout cas, moi, j'ai aimé le main event. Je trouve que l'intrigue des Stings était quand même hot, je trouve. Là, dans ça, c'est la première fois que ça arrivait. Il faut que tu gardes ça en tête quand tu vois ça, que c'était la première fois que ça arrivait. Là. Ouais. Ça a été overdone par après, mais en 96, là, ce show-là, c'était la première fois qu'on voyait ça. Fait que c'est impressionnant quand même. Surtout que les commentateurs ont fait une bonne job pour vendre l'impact de l'affaire. Là. Ouais. Ça, faut Puis donner. il y en a une qui disait à Crime, ça serait juste de lui, juste Sting, on aurait gagné. Mais il n'y a pas tard, il dominait tout le monde. Après ça, Ouais. après le combat, toi, le match. Ben, j'ai trouvé ça correct, mais ouais, peut-être que j'ai pas été capable de faire comme tu dis là, à cette époque-là, il faut que tu fasses la différence quand on l'a vu après, mais tu sais, c'est ça qui est plate un peu de quand tu reprends des vieux shows, c'est qu'on a tellement vu après ouais. que tu peux pas te mettre nécessairement dans la peau de la première fois. Ça m'a un peu turné up. En partant, il y a Lex Luger dans le match. Là. Ouais, ça Mais aide pas pour toi. Là. mais sinon, le match était correct. Là. Pour vrai, le match Oh, était ouais. bon. Je trouvais ça cool de revoir les Horsemen. Moi, je suis pas mal plus un fan de Arn Anderson que de Ric Flair, là, pour vrai. Pour vrai? Ouais, je suis plus un Arn Anderson guy que Ric Flair. OK. Mais je déteste pas Ric Flair, mais je pense que Ric Flair, on l'a trop vu les dernières années aussi. Mais encore là, c'est deux époques différentes. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est comme je te dis, il faut que tu checkes ça plus dans le moment, là, comment que c'était. Là. Mais c'était quand même cool de voir la NWO originale là, avec les trois membres qui ont commencé la NWO, puis Sting qui faisait son gros heel turn, c'était quelque chose de. Ouais. Disons C'était que cool. juste côté Firepower, je trouve qu'il y avait beaucoup de vedettes dans ce match-là. Là. Ouais, puis c'est pas du monde nécessairement qui font des mauvais matchs. Hogan, Nash était quand même correct à l'époque pour un big guy. Hogan, c'est Hogan. Puis Scott Hall, comme tu dis, c'était le workhorse. Puis l'autre bord, ben, c'est Sting. Là. Puis l'autre bord, t'avais Flair et Anderson. Dans un ring, c'est le fun à regarder. Là. Ouais, ils sont durs à côté. Ouais, exact. Après le combat, parce qu'évidemment, NWO, dans ce temps-là, ça finissait pas après le combat. Bonsoir, merci d'avoir écouté le show. Là, non, ça continuait. Après le combat, il y a Luger qui rampait dans la foule, pas dans la foule, mais dans la rampe en disant Sting, Sting. Il criait le nom de Sting. Il voulait s'excuser, je pense. Ouais. Puis il a demandé pardon, mais il s'est fait jumper par la NWO qui l'attaquait encore. C'est juste pour toi. Ouais. Se revoilà Macho Man qui arrive pour en profiter pour amener Hogan au ring. Mais évidemment, Macho Man étant un face épais, ben, au lieu d'attaquer Hogan, il popait à la foule, puis ça donnait le temps au Giant d'arriver puis le pogner de dos. Évidemment, ça a déjà mangé un chokeslam du Giant. Et après ça, il y a Isabelle qui est revenue.
Parce que, tu sais, à l'époque, Elizabeth était pas avec Macho Man, elle était avec Ric Flair. Ouais, c'est vrai. Fait que c'était comme genre un moment genre surprise, si on veut. Puis elle était là, elle demandait à Hogan de demander la pitié à Hulk Hogan. Puis Logan, il riait d'elle dans sa face quasiment, tu sais. Mm-hmm. Après ça, elle se mettait sur Savage pour genre le shielder, si on veut, de l'attaque d'NW. Un move de face. Elle était plus brave que trois quarts des lutteurs du roster. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une femme, que, ça ne doit pas Ouais, se faire frapper non plus. ça ne prend pas une femme, ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Puis après ça, Hogan, Hall puis sont revenus, puis là, ils ont attaqué Savage encore. Ils ont spray painté une stripe jaune dans le dos. Parce que c'est un jaune. Ben oui. Puis c'est ça. Après ça, ils ont même spray painté la robe d'Elisabeth. Ça s'appelle robe argentée. Mm-hmm. Puis après ça, Hogan a pris le micro en disant comme quoi ces deux-là, c'est des losers, fait qu'ils se méritent. Il a même craché sur Elisabeth, le trou de cul. Gros dégueulasse. Même que Tony était outré au comment. Oh! On a un petit bug, là, mon TG. Hein? On t'a perdu pendant une couple de secondes. Ah, je m'excuse. Ben non, t'es revenu. Ok, ben ça, je disais, Bobby Heenan disait comme quoi, il a fait des affaires dégueulasses dans sa vie, mais cracher sur une femme, il n'a jamais fait ça. Puis là, Dusty Rhodes dit, oh, fais-moi ta gueule, toi. Bébé. Puis après ça, un autre chokeslam pour Randy. Ouais. Hogan et le reste d'Anbo, ils ont chassé les annonceurs. Disons que Tony et Bobby, ça n'a pas été long qu'ils ont parti, mais Dusty Rhodes a pris plus de temps parce que c'est un ancien lutteur et il n'a pas peur de personne. Dusty Rhodes, American Dream, bébé. Ouais. Puis ça a terminé avec la NW qui ont pris le micro puis a fait leur habituel NW Rules, puis For Life, puis toute sa patente-là. Mm-hmm. Puis on a eu comme message, comme image de la fin, Macho Man qui se fait carrier par Elizabeth et un trainer jusqu'au backstage. Et c'est là qu'on termine le show de ce soir. Bon pay-per-view. Oui, pour un pay-per-view de la WCW, c'était structuré, je te dirais. Oui, oui. Peut-être mise à part la fin, mais il faut comprendre aussi qu'on est dans les premières années de la NWO. Mm-hmm. Puis que c'est normal qu'il take over un peu le show. C'était un peu ça le but. Là. C'était la première fois aussi qu'il le faisait à l'époque. Une des premières fois à l'époque. Fait que faut tenir ça en tête. Là. Ouais. On se cachera pas qu'après ça, NWO, 99% du temps, il dominait tout le temps la soirée là, contre WCW, puis il y avait WCW avait l'air d'une gang de geeks. Là. Mm-hmm. Puis les seules fois qu'il n'y avait pas l'air de cave, ben, c'était genre le lendemain, ça a été renversé d'addition par genre Eric Bischoff qui était avec NWO. Fait que c'était genre all for naught. Là. Ouais. Mais bon. Sinon, avant de dire la note de show, match of the night pour toi? À cause du posting puis de Lex Luger, j'ai pas mis le main event, mais j'aurais pu. Mm-hmm. Ouais, fait que sinon, à cause du Star Power et tout ça, j'ai hésité, mais je vais y aller avec Jericho contre Benoit. Parfait. Ouais, aussi, j'ai hésité. Le main event c'était un très bon match, c'était pas dans mes choix. J'ai même plus aimé le combat tag team avec Nasty Boys que le main event. Ouais, c'est vrai. Puis, non, en match of the night, moi, je donne ça à Super Calo contre Rey Mysterio, le combat de Cruiserweight Championship. Mais c'est comme toi, là, Benoit contre Jericho, c'était vraiment un très, très close second. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, le pire match pour toi? C'est le match avec... c'est le deuxième match? Le combat de soumission, c'est ça? Ouais, c'est ça, Scott Norton contre... Et moi, te surprendre, mon worst match of the night, moi, j'ai mis le match de Conan. Ouais, mais t'en as parlé dans le review, là. Ouais, que j'ai pas aimé ce match-là. J'ai aimé ça un peu, tu sais, c'est pas dégueulasse, genre minus 5 stars, là, mais j'ai pas aimé ça tant que ça. Là. Ouais, mais moi, je pense que c'est plus à cause des lutteurs. Tu sais, Conan, j'ai toujours trouvé divertissant. Puis l'autre, comme je te disais tantôt, là, les raisons que j'ai expliqué déjà dans le podcast. Mais ouais, ça aurait pu être les deux, là, honnêtement. Nos deux choix, je pense qu'ils sont legit. Là. Parce que Conan, moi, à mon avis, il y avait 3 affaires de hot sur lui. Là. Ouais, il y avait ses promos, là, quand il faisait son intro, c'était hot. Là. Oh là là! Ça, son rolling clothesline, ça c'était écœurant. Puis son tequila sunrise. Le reste. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi aussi, mais ça a quand même marqué notre enfance, Conan. Là. C'est sûr que si on n'avait pas eu un ami en commun qui a tout repris ses mots après.
Ouais, c'est Bref. sûr que ça l'a beaucoup. Ça pèse en balance. Ça l'a aidé à la légende de Conan. Ouais, c'est ça. Légende. Ouais, c'est ça, entre parenthèses. Là. Et as-tu une note du show également? Ouais, je vais donner 7.5. What? Ouais, je vais donner Chris, 7.5 à t'as ce le meilleur show-là. note que moi, c'est. Pour vrai? Ouais. Ben, Shit, pas de c'est beaucoup, là. rare. Pas de beaucoup. Non, 7.5 parce que je m'attendais à rien. Mhm. Parce que j'ai été, comme je te dis, show plus structuré que d'habitude d'un show de la WCW. Je trouvais que les matchs étaient solides, les commentateurs étaient solides. Le main event était solide malgré quelques petites affaires que j'ai pas aimées. Lex Luger. Ouais, mais le faux Sting, moi, j'ai pas trippé. Mais je comprends tout ce qu'on a dit. Mais ouais, j'ai 7.5 parce que je pense pas que je vais donner beaucoup de grosses notes à un pay-per-view de la WCW. Ouais. Ben, moi, ma note, c'est 7 sur 10. Ah! Attends, Ouais. Ben, moi aussi, comme, évidemment, parce que, tu sais, oui, j'en regardais beaucoup de WCW quand j'étais plus jeune, là. Ouais, Ben, disons que le trois quarts de mes souvenirs, c'est WWF, là. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je m'attendais. Quand j'ai vu la carte, je savais pas à quoi à m'attendre aussi, là, évidemment. Mais non, j'ai été agréablement surpris. Même le match de Conan contre Joey que j'ai pas aimé, là, c'était pas dégueulasse, là. C'était pas. Et moi, j'ai une C'était pas mention turn-off, là. honorable. Mention honorable au premier match de la soirée aussi. Là. Ouais, DDP contre Chavo, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Ouais, je pense que c'est Yeah. un. Ouais, c'est ça. Une mention honorable. Je pense que vraiment les vrais bons matchs, là, il y en a au moins 6 comme il faut. Là. Ben, c'est ça. Ça m'étonne que tu n'aies pas mis plus que ça. Habituellement, tu es plus généreux que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, 7 sur 10, je trouve que c'est assez correct. Là. Ouais, mais si moi je mets 7.5, tu aurais dû mettre au moins 8, non? Ouais, mais ça veut rien dire. Ça. Ouais, OK. Mais c'est vrai. Pas comme si on se parlait avant pour dire la note qu'on va avoir. Là. Ça a l'air. Peut-être que personne ne nous croit, mais on se parle pas avant. On se parle pas partout, on se connaît même pas même. On se connaît pas. Si on sait même pas pourquoi on fait ça. Non, c'est ça. C'est un peu hasard. Sur Zoom. C'est ça. J'ai trompé de channel, puis... ouais, il était sur Tinder, puis à un moment donné, ça a popé sur Zoom. J'ai quand même que c'est ça, Carlis. Ah, il a swipé à gauche. ouais, exactement. Non, fait que, à droite. Fait que là... tu le recommandes-tu ce show-là à quelqu'un? Ouais, je le recommande. Ouais, moi aussi, je le recommande. Pour plusieurs raisons, en fait. Skipper peut-être le combat de soumission puis le combat de Conan, à mon avis. Là. Ouais. Mais pour plusieurs raisons, parce que, premièrement, pour voir les Horsemen lutter, ce qui est quand même cool. Pour voir Jericho dans ses débuts, ceux qui le connaissent un peu moins. Puis pour voir, pour moi, là, que je l'ai expliqué au début, pour voir DDP en heel, que je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait vu ça. C'est vrai. Mettons, ceux qui connaissent la lutte, mettons, des gros geeks de lutte vont savoir, là, mais je parle, mettons, ceux qui ont écouté à partir de 98 ou à partir de 2000 la lutte, je pense pas qu'ils ont déjà vu un DDP heel, je trouve que ça va à peine. Ouais, puis il a été heel dans le temps d'Invasion, mais ça, on en parlera pas trop. Ça, on n'en parle même pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, on recommande ce show-là. Il y a du fun. Regarde, en plus, c'est le temps de Noël, là, le temps du jour de l'an, puis tout ça. Oui. Profitez-en, écoutez un bon vieux show de lutte WCW, puis écoutez ça, Fall Brawl 96. Et à Noël, vous n'avez rien d'autre à faire. C'est ça. Et écoutez-nous aussi. Ben oui, surtout, faites-le en même temps, au pire. Les commentateurs, c'est pas si grave que ça. Baisez mieux de sa TV, puis écoutez-nous à la place. Fait que là, c'est le moment préféré de TJ et mon moment que moi j'ai le plus. Mais là, c'est WCW, par exemple. Fait qu'on est sur des Evil Playing Grounds, even Playing Grounds. Ouais, mais. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu le dernier podcast, là, pendant que Dave va nous rejoindre, et voilà. Il est là. Timing. Hein? C'est-tu du timing, ça? Tabarouette. Si tu connectes audio. Tabarouette. Hey, au même moment, je parlais avec toi. Bang, t'arrives ici. On est live. C'est bien malade ton background. Tabarnak, oui. Hey, WCW. C'est malade. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Bel job. Mais dommage pour ceux qui sont sur Spotify, mais il y a un très beau background, on vous le confirme. Allez voir sur YouTube. Ouais, ça va à peine. Fait que c'est ça, le quiz pour manger évidemment ma ceinture Intercontinent Quiz contre monsieur ici, là, celui qui va sûrement perdre à la fin de la soirée. Là. Mais bon. Ouais, dans le dernier podcast qu'on a fait, notre review de l'année, ça aussi, c'était à aller voir sur YouTube ou Spotify, là, ou à écouter sur Spotify, où que les 5 on était réunis, les 5 dans 2 chaises. Full House. Puis, Full House. Puis, on avait dit que c'était le dernier de l'année. Ben non, ça va être celui-là, le dernier de l'année. Surprise! Fait que moi, j'avais une bold prediction, j'allais te battre en 2021. Fait que techniquement, je ne suis pas censé te battre, fait que j'ai pas de pression à soir. Ah, c'est vrai. Ça commence l'année prochaine, ta gageure. Exactement.
Parfait. Ah, puis Dave, t'as un quiz WCW? Oui, monsieur. Puis oui. t'as une question pour remplacer celle que t'as pris dans le dernier quiz? Ben oui, bien sûr. Parfait. Chris, pas un amateur comme toi, là. Ouais, tu devrais pas parler, toi, avec tes quiz boboches, là. Je vais m'améliorer. Ouais, c'est ça. Fais-en juste plus, ça va régler le problème. Ça, c'est méchant. C'est méchant, ça. Ouais. C'est méchant, mais moins méchant que moi, que ce que j'ai dit sur Lex Luger dans le podcast. C'est vrai, Dave, esti, en tout cas. Il a ri d'un gars qui est en chaise roulante, esti. Pas de classe. Ouais. Je m'excuse, mais pas vraiment. C'est quoi la partie la plus dure de manger d'un légume? La chaise roulante. OK. Toi, t'es animateur, pas humoriste. Hein? Reste animateur. Hey, je peux faire les deux, OK, là? Parlant d'humoriste, t'es dans le quiz, toi, avec, Marc? Oui. Parfait. Vas-y, Dave, on t'écoute. All right. Qui commence? Je vais laisser commencer le judas. Bon. Commence, Marc. OK, c'est moi. Bon gag, tabarnak, bon gag. OK, on va commencer. OK. Qui a gagné le premier World War III? L'événement avec les Oh, fuck, on en parlait tantôt en plus. Shit, malade, c'est comme question. As-tu des choix de réponse ou juste l'année, peut-être? L'année... Attendez une seconde. Je pense que c'était 96, mais je ne suis pas sûr. 95, peut-être? Ouais, dans ce coin-là. Là. Ouais. OK, ma réponse, je pense que c'est le seul que je me souviens. Fait que ma réponse, ça va être Kevin Nash. Droit de réplique? C'est pas Macho Man? C'est Macho Man, bonne réponse. C'était en 95. OK. Nash, c'était en 96 qu'il a gagné, je pense. Ça se peut-tu? Je sais pas du tout. Il y a Nash qui l'a gagné. Il y a aussi le Giant. Oui. Mais moi, je me souviens de Nash parce que justement, on parlait de magazine tantôt. C'est là-dedans que j'avais vu ça. Ah, OK. C'est un souvenir que j'ai. OK. Deuxième question. Dos. Nommez-moi le premier jeu vidéo WCW. Le nom du jeu. C'est à moi, hein? Ouais. C'est pas WCW Super Brawl Wrestling? Non, d'autres répliques. Je me souviens même plus comment ça. On dirait que le quiz est fait. Il est vraiment bien fait pour le podcast. Hein? On a parlé de jeux vidéo puis de World War III juste avant. Ça n'a aucun sens. OK. Puis on ne se parle pas, hein? On ne s'est pas parlé. OK. On est connecté, chef. Je vais dire WCW World Tour. Non. En fait, le premier, c'était juste WCW. Non, c'est WCW. Wrestling. C'est ça, exactement. Le deuxième, c'est Super Brawl Wrestling sur Super Nintendo. Je pense que c'était Main Event en 89. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, t'as raison. Ouais. Je ne savais même pas qu'il y avait eu des jeux sur Super Nintendo de WCW. Si je ne me trompe pas, Dave, sur le jeu que la réponse du quiz c'était, je pense que c'est LOD qui est dessus, non? Je sais pas, je me souviens pas de la pochette, là, mais. On va checker pendant que tu parles. Ça se peut très bien. Ah ouais, OK. Cool. OK. Question numéro 3. Marc? Ouais. Oh. Pardon. Hey. On n'est pas invité au podcast, lui. C'est Brian Alvarez qui s'en a joué. OK. Qui a gagné le plus de titres Cruiserweight? Le nom puis le nombre, si t'es capable. OK. Tiens, je vais y aller avec mon choix de tantôt, TJ. C'est celui que je te disais le deuxième meilleur là, pour moi. Je vais y aller avec 7. C'est Juventud Guerrera. Non, d'autres répliques. Rey Mysterio 5. C'est Rey Mysterio avec 8. Oh! Mais je te donne le point à TJ. C'était juste le nom qui était plus important. Avec le meilleur, tu as dit que le meilleur c'était Rey tantôt. Ouais, mais je pense que ça aurait pu être une twist aussi. C'est vrai, t'as raison. OK. Il y a 3 femmes qui ont gagné le titre Cruiserweight à la WCW. Tabarnak. Quelles étaient les 3 femmes? C'était qui, là? C'était à moi? Ouais, c'est à toi. C'est bon. Ben, je m'en rappelle de une pour vrai. Là. Il y avait Madusa qui avait gagné. Il y avait Madusa. Il y avait Sherry, je pense. Puis l'autre, c'est Molly Holly, là, je pense. Non, d'autres répliques. Okay. Je vais y aller avec Madusa, Sherry et Daphne.
C'était quasiment ça. Oh shit! C'était quasiment ça. C'était Medusa, Daphne, Ouais. puis Jacqueline. Ah, câlisse. Ah, ben oui, c'est vrai, elle se battait contre Chavo, c'est vrai. Ah, parce qu'il y, il y avait WWE là-dedans aussi, c'est vrai, ben oui. Oui, c'est le même Ouais, titre. ouais. Non, non, je sais, t'as raison. Ouais. Shit, c'est vrai. Fuck. C'est pas grave, j'ai 2 € pour moi, pas de pression. Hey, c'est quand même. Daphne, c'est pas pire, ça. Ben sinon, good job pour vrai. Bon choix. Donc là, c'était à. C'est à moi, je pense, là. C'est à Marc? Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. OK. Qui a été le dernier TV champion? Je vais dire. Ah, c'est bon. Non, pas lui. Hey, c'est mieux pas être lui après, mais bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Ok, Ouais. Elodie. Ouais. Mhm. En noir, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Ok, TV champion. Ah, j'ai un. J'hésite entre deux, là, mais ça va peut-être même pas rapport. Je sais que c'est pas lui, mais je vais dire ça. Je vais dire Scott Steiner. Non, d'autres répliques? C'est pas Jim Duggan? Oui, bonne réponse. Oui, il avait trouvé dans les poubelles. C'est Jim Duggan qui a été le plus vieux champion aussi, je pense, WCW. Oh shit, pour vrai? Nice. Il l'a trouvé dans les poubelles dans sa maison. Wow, Non, wow, il, wow. il était concierge dans ce temps-là. Donc, on est rendu à TJ, question 6. 3-0. À New Blood Rising 2000, Oh shit. quelle était la stipulation du combat entre Buff Bagwell et Canyon? C'est pas le Judy Bagwell on a forklift match? Bonne réponse. Yes. Tabarnak, pour une fois, j'en savais un. Pas cool, ça. Non. OK. 7e question, Mark. Oui. À Fall Brawl 99, Oh, je pense que c'était 96. Ouais, hein? OK. qui a battu Hulk Hogan pour le titre? J'ai des choix de réponse si tu veux. Oh, vas-y. Je suis excité. Goldberg, Kevin Nash, DDP ou Sting? Et DDP. D'autres répliques? Les autres, c'est Sting, t'as dit? Puis... Sting, trompé de Goldberg pay-per-view. et Kevin Nash. Kevin Nash? Non, Goldberg, hein? non, c'était Sting. Schoolboy. OK. OK. Ouais. Ah, je pense que dans ce là je me trompe pas, Dave, Hogan était genre. C'était pas Hollywood Hogan, il a retourné Sting normal, Hogan normal, je pense. En 99, Ouais, je pense que oui. Je pourrais pas te dire, par exemple. Ouais, c'est pas grave. OK, question 8. C'est TJ ou TJ, je pense. Ouais. Ocho. Ocho? OK, Hulk Hogan détient le record pour le plus de main event dans un pay-per-view avec 34 apparitions. OK. Qui est le deuxième? Tu parles de WCW, là? Oui, bien sûr. Avec un match actuel. Là. Hein? Avec qui a fait un match, c'est pas juste une apparence dans le show. Là. Non, non, un match. Un match? OK. Un match main event. Là. Ah, Main event. Main Ouais. event, ouais. J'ai des choix de réponse si tu veux. Ah ouais, donc. Sting, Ric Flair, Macho Man, Kevin Nash. Ric Flair? Droit de réplique. Oh. Je vais aller avec Sting. Bonne réponse. Ouais. Avec 28. C'est ouais. Parce que dans ma tête à moi, Sting, il avait passé beaucoup de temps dans les rafters, fait que c'était pas vraiment un match. Non, non, mais il était là aussi en Surfer Sting. Il faisait des main events dans ce temps-là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis Flair était. Ton premier point, Marc. Flair était 3e, Nash 4e, Macho Man 4e, puis Nash 5e, quelque chose comme ça. Okay. Moi, j'aurais mis Nash avant Macho Man, mais c'est vrai que Macho Man a été main event plus longtemps. Ouais. Mm-hmm. OK. C'est à moi prochaine. Noévé. Noévé, ouais. Attends une seconde. Petite parenthèse, ça m'étonne que c'est le premier sur Hulk Hogan dans les main events. Hein? Ben, c'est pour ça que j'ai pas demandé le premier, parce ouais. que c'était trop évident. Bon point.
OK. 9e question. Il y a eu le titre Tag Team Cruiserweight pendant pas Trop très, longtemps. pendant pas très longtemps en 2001 avant que Vince rachète. Mhm. Mais il y a eu le temps d'avoir 2 équipes championnes. Lesquelles? Là, c'est à moi ou c'est à Marc? Non, c'est à moi. OK. J'ai dit ça comme si j'allais l'avoir. Là. Non, c'est à moi. C'est à moi, Chris. OK, je vais dire n'importe quoi. Là. Je vais dire Juventud, Psychosis, puis je vais dire Kidman, puis Rey Mysterio. Droit de réplique. T'en as un sur 2. Ouais, je sais. Les derniers, c'est Kidman puis Mysterio. Puis les premiers, c'est Alex Skipper puis Kid Romeo. Bonne réponse. Ouais, tu te souviens de ça, tabarnak. Kid Romeo, puis Alex Skipper. Oh, lisse. Il va dormir un peu. L'encyclopédie pour rien, hein? Je sais. Voyons donc. Quel genre de réponse t'es supposé d'avoir dans la vie, ça? Surtout Kid Romeo, là. Ah oui, Calis, là. Voyons donc. C'est une petite minute. J'ai un problème de mon téléphone. Excellent quiz, by the way. Oui, comme toujours. C'est vrai. Oh, là. Tabarnak. N'en reviens pas. Je pensais pas que quelqu'un allait l'avoir, celle-là, mais. C'est parce que c'est pas quelqu'un, si c'est pas pareil. un surhomme. Ouais, c'est ça. OK. Comment tu veux que je continue après ça? OK, c'est bon. ça pète les tires, ça. Ouais. OK. Oh, excusez. Road Wild 97. Oh, OK. C'est un nom de pay-per-view dégueulasse. Avant, c'était Hog Wild, c'était encore pire. OK. Je mets de la musique avec mon téléphone. Désolé. Joyeux Noël, tout le monde. Oui, joyeux Noël. Ouais. Qui a battu Lex Luger pour remporter le titre WCW? Comment mal finir un quiz? C'est à qui? Là, c'est à moi encore. Hein? Ah, c'est à toi. Je te le donne. Hulk Hogan? Bonne réponse. Oh! Ouais, il y avait. Luger l'avait battu le Nitro avant ça, puis il a perdu au pay-per-view. Hein? Jusqu'à Luger. WCW. Ouais. Puis il y a eu une intervention de Dennis Rodman habillé en Sting. Oh, wow! Wow! Il faut que je trouve ça mettre ça dans les commentaires, c'est sûr. Hey, Lex Luger puis Dennis Rodman en Sting. Tu sais, comment donner une gastro gratuitement? Hey! Parle pas en mal de Dennis. Non, je parle en mal de Dennis en Sting. Hey. C'est très différent, OK? Grosse différence. C'était ça la dernière question, ça? Oui, c'était la dernière question. Bon, ben, victoire écrasante de 6-1, plutôt. Ben, c'était une de tes plus belles performances dans un quiz. En plus, WCW, ça m'étonne pas mal, ça. Moi, c'est une question qui m'étonne, c'est tout. Kid Romeo et Alex Skipper. Win some, lose some. Mais dans ton cas, c'est lose some puis lose some. Quelque chose à dire sur ce podcast-là que j'ai pas aimé. Oui, le quiz, à part ça? Non, le quiz était correct. C'est beaucoup trop d'Lex Luger dans ce quiz, dans ce podcast-là. Ben, c'était un des grands visages là, dans l'époque. Là. Oui, Lex Luger, Dave, là. Oui. Parle-nous-en parce qu'il y a des affaires que je comprends pas. Tu l'aimes-tu, toi? Non. Tu détestes-tu comme Mark, par exemple? Ben, le détester. Ouais, c'est ça. Pas vraiment. Là, c'est un peu comme en calice. Il est juste là. Ils ont essayé de le mettre dans la face pas mal. Là. Pour moi, c'est un footnote là, dans l'histoire. Là. Ça a comme projet raté. Là. Mais... Ouais. Il y en a eu tellement, de toute façon, des projets ratés. Mais en vrai, quand il faisait le Total Package ou le Narcissiste, c'était quand même correct. Là. Ouais. Quand il n'y avait pas des gros matchs, là, c'était correct. L'affaire avec Luger, c'est qu'il était excellent en heel, mais en fait, c'était... Tu sais quoi, le pire là-dedans, c'est qu'avec Lex Luger, là, je le déteste, mais une de mes rivalités préférées, il est dedans. C'est vrai. Contre qui déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast? Contre Tatanka! Man! Tatanka! Ouais, ça, va falloir en parler à un moment donné. Je suis désolé, là. Tu sais, des fois, on choisit des projets, là, chacun de notre bord, on a un petit dada, là. Mais ça, je veux en parler. Ouais. Tu peux me mettre Lex Luger dans la face dans un podcast, mais avec tabarnak, on va en parler. Ça me dérange pas. Take your pick, on fera un gros match de Tatanka pour un review. Yeah. On peut faire même une rétrospective de sa carrière si tu veux aussi. Ben, pourquoi pas.
Ben, on l'a Arrête fait un pour peu de série de Taker, mais... Tatanka. Ben ouais, Là, crème, on fera pas un podcast spécial Tatanka, le Colin. Là. pourquoi pas. Ça a-tu déjà été fait? Oui. Ah, ok. Ah, ah, ben, merci Dave pour le quiz encore une fois. Il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça. Ben, prochain podcast, Marc, on a beaucoup de Rumble qui s'en viennent, évidemment. Le Royal Rumble Season qui arrive à très grands pas. Ouais, le premier podcast de l'année, je vous le dis tout de suite, c'est un Rumble Review. Oui, Rumble 93. Je vais-tu dire. Ah oui, c'est correct. Ouais, t'as le droit. Ouais. Ah oui. On s'en suivre Rumble 93, Rumble 2001. Oui. Et pour boucler la boucle, le choix d'Alfredo, M. Christine Diano, qu'on salue. Royal Rumble 92. Oui. Puis on va essayer d'en refaire un. Ben, en fait, je dis le premier show de l'année, mais on va essayer d'en faire un autre avec les 5 en même temps au début de l'année, pendant qu'Alex est encore en vie. Parce que. Ouais, ben, on peut se garder pour le Rumble Preview, peut-être, à la gang. Oui, ça serait pas pire. Ouais. Bon, on check ça. On check ça avec Alex surtout. Parfait. Oui. Un homme occupé. Un mot de la fin, les boys? Non. Non. Un joyeux Noël à tout le monde, puis une bonne année encore. Ouais, yes. Bonne année 2021. Espérez qu'elle soit meilleure que la 2020. Hein? Pas trop dur. Elle risque de mal commencer pareil. Oui, ouais, moi, si je regarde ces internets, d'après moi, Noël, on n'avait pas le droit de fêter en famille, puis c'est raté. Il n'y a pas grand monde qui ont suivi ça à la lettre, je pense. D'après moi, il y a une 3 puis une 4e vague qui s'en vient. Pas être pessimiste, là, mais. En tout cas. Il y a juste 2 personnes qui vont être capables de passer au travers de ça. Surfer Mitch puis Surfer Sting. Ouais. Vague, ben oui, j'ai compris. Bon, ben c'est ça. À mon nom, au nom de Dave et de Marc, bonne soirée. Et n'venez pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Adios.